Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui. Je me prénomme Laïfin Guémando et je suis la présidente du conseil de quartier. Vous avez monsieur Philippe Goujean et madame Ségolène Fouget qui est l'adjointe de quartier. Je rappelle que la réunion est filmée et qu'elle sera retransmise sur le site de la mairie du 15e le lendemain. Je vais parler des différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons avoir un point sur l'héliport en premier lieu avec monsieur Gilles Mamori, qui est chef de projet urbain à la direction de l'urbanisme. Ensuite, nous allons parler des offres de soins dans le quartier et nous allons avoir une intervenante. Donc, c'est madame Andélija Fares, qui est présidente de la communauté professionnelle territoriale de santé Paris 15e. Puis nous allons aborder d'autres points par rapport au 15e qui sont beaucoup moins importants. Je vais laisser monsieur Philippe Goujean s'exprimer. Oui, merci Madame la Présidente. Juste un mot d'introduction sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et sur lequel je m'efforce d'avancer depuis que je suis maire, à vrai dire. C'est celui de l'affectation du terrain de l'héliport de Paris ici à la ville de Paris. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le chef de projet va tout nous expliquer, mais c'est un terrain d'héliport, un terrain d'une superficie de 8 hectares qui appartient à la ville de Paris, c'est le domaine de la ville de Paris, et que la ville de Paris a donné en concession à Aéroport de Paris pour exploiter un héliport depuis un certain nombre de décennies. Tout mon sujet, c'est de récupérer ce terrain pour en faire une extension du parc et du stade Suzanne Lenglen, et de redonner ainsi 8 hectares de végétalisation et d'équipements sportifs aux Parisiens. C'est pas tous les jours qu'on trouve 8 hectares dans Paris. Bon, bref, je me bats depuis 10 ans sur ce dossier. Nous avons réussi une première manche. Je remercie le préfet de région, d'ailleurs, qui a été à la manœuvre. Et nous avons récupéré depuis le 1er janvier dernier, c'est-à-dire ça fait pas beaucoup de temps depuis le 1er janvier, nous avons récupéré la moitié de la superficie de l'héliport. Pour moi, ce n'est pas assez, je vous le dis franchement, parce qu'aujourd'hui, un héliport en pleine ville, parce que l'héliport est en pleine ville, peut-être qu'autrefois, dans les années 60, il était un peu à la campagne, encore que, mais un héliport en pleine ville, avec des milliers de départs d'hélicoptères qui survolent ensuite la banlieue et le 15e et qui larguent évidemment de kérosène. C'est de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore. Un hélicoptère qui décolle est entendu par 200 000 personnes quand même dans l'ouest parisien. À mon avis, ce n'était pas une bonne chose pour notre arrondissement et pour l'ouest parisien. Donc après 10 ans de lutte acharnée et difficile, je dois le dire, enfin nous récupérons la moitié de la surface de l'héliport pour un bel aménagement que le chef de projet va vous expliquer. Mais moi je voudrais aller jusqu'au bout, donc c'est une première étape, comme je le disais, qu'il n'y ait plus du tout d'hélicoptères, parce que quand j'ai été élu maire, il y avait quand même 15 à 17 000 vols d'hélicoptères par an, plus 4 000 vols de transit, c'est-à-dire 15 à 17 000 vols pendulaires et 4 000 vols de transit. Aujourd'hui, on en est à 7 à 8 000 vols pendulaires, ce qui est la moitié moins, mais encore plusieurs milliers de vols de transit, ce qui est trop. Donc c'est de la pollution, c'est des nuisances. J'ai fait adopter d'ailleurs dans le plan de prévention du bruit de Paris et puis de la métropole, et de la région aussi d'ailleurs, une disposition de suppression totale de l'héliport. Je rencontrerai d'ailleurs prochainement le président de la CNUSA, qui est l'autorité qui lutte contre les nuisances aéroportuaires, de façon à pouvoir bénéficier de son soutien pour cette récupération de l'héliport et cette fin d'exploitation de l'héliport par des hélicoptères. Et puis aussi pour qu'on n'y installe pas, je le dis franchement, les taxis volants, qui est un projet qui permettrait, avec de nouvelles lignes aériennes,
d'accueillir, d'héberger, si je peux dire, plusieurs centaines, voire milliers de vols de taxis volants, dits eVTOL. Alors c'est des taxis volants électriques que vous avez peut-être vus dans les films ou dans un certain nombre de reportages, mais qui apporteraient aussi une nuisance supplémentaire et qui empêcherait de récupérer la totalité de la surface, la superficie de cet héliport pour en faire, comme je le disais, une extension du parc et du stade Suzanne-Lenglen. Voilà où on en est, et d'autant plus qu'à proximité, il y a un nouveau quartier parisien qui va sortir de terre, à la fois pour désenclaver la cité des frères voisins, mais aussi pour réaménager tout ce secteur avec reconstruction de l'Aqua Boulevard, qui a beaucoup vieilli, et puis également aménagement de la rue du Colonel Pierre-Avia, avec la création de 400 logements, dont 130 ou 110 logements étudiants. Donc tous ces logements nouveaux, en accession sociale à la propriété aussi et en privé, vont effectivement, ces gens-là ne seront pas très favorables aux nuisances de l'héliport qui sont assez considérables quand même pour ceux. Moi j'ai habité pas loin d'héliport pendant un moment, je peux vous dire que c'est surtout le week-end, c'est quand même pas très agréable, et puis c'est vraiment des nuisances contre lesquelles aujourd'hui nous souhaitons lutter. Et puis surtout récupérer ces 8 hectares pour Paris. Voilà. Je voulais juste vous replacer cette opération dans le cadre qui est le sien, dans un certain historique, puisque j'ai commencé à mener ce combat en 2010 et qui a abouti depuis le 1er janvier à l'affectation de 4 hectares à peu près de l'héliport à la ville de Paris. Et maintenant, c'est le chef de projet qui va nous dire ce qu'on va en faire. Bonjour à tous. Je travaille donc à la direction de l'urbanisme et on est en charge de mettre en forme cette récupération des terrains de l'héliport. Je vais vous présenter un peu où on en est dans le processus et puis les perspectives. Bon, monsieur le maire, vous avez donné le ton de la position de la ville, qui est celle d'abord de la mairie du 15e arrondissement et puis de la mairie centrale, qui est la disparition à terme de cet héliport. Mais c'est quelque chose qui se fait par étapes et vous allez voir que c'est une histoire ancienne et que ce processus-là dans lequel on est, il date déjà de quelques années. D'abord pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'héliport et tout ce quartier Suzanne-Lenglen est de l'autre côté du périphérique et c'est vrai que ça se mérite parfois d'y aller. Beaucoup de gens fréquentent ce lieu, c'est un lieu de destination, mais on peut ne pas avoir le réflexe d'aller se promener dans ce coin-là. Donc se resituer bien sûr dans cette carte de l'APUR, de l'atelier parisien d'urbanisme, de la ceinture verte, mais qui est aussi la ceinture du périphérique. On est en bas à gauche, dans le secteur, là où on est entouré. C'est vrai qu'il y a cette particularité du 15e arrondissement, incroyable, d'un quartier qui fait 35 hectares, en dehors des limites du périphérique, mais c'est le périphérique qui est venu après couper cette partie du 15e arrondissement. Ce n'est pas le 15e arrondissement qui s'est développé au-delà du périphérique. Donc c'est une histoire vraiment singulière. Voilà le site global. Monsieur le maire, vous avez parlé d'Aqua Boulevard, qui va être en totale restructuration. Et on va voir un peu plus loin dans la même diapo qu'en fait, on est dans un contexte d'évolution de tout le quartier. C'est un peu le hasard, mais l'héliport, la cité des frères voisins, Aqua Boulevard, tout ça, c'est des secteurs qui bougent. Eh bien, on est obligé de remonter pour raconter l'histoire de cet héliport jusqu'à l'exposition universelle et la Tour Eiffel. Quand la Tour Eiffel a été construite et qu'il a été décidé de la maintenir, puisque vous savez qu'au départ, elle devait être démontée, eh bien, il a fallu trouver pour les autorités de l'État un nouveau champ de Mars, puisque le maintien de la Tour Eiffel a nécessité le maintien des espaces publics. Donc la discussion à l'époque entre la ville et l'État, déjà, enfin la ville qui n'était pas une collectivité, mais entre Paris et l'État, ça a été de retrouver un terrain pour ce champ de Mars. Et donc ce terrain, eh ben, ça a été tout le secteur de la plaine Vaugirard, du 15e arrondissement. Vous avez là une image de 1952, donc des terrains militaires qui ont remplacé donc le champ de Mars. On voit la Tour Eiffel au loin. Et c'est toute cette histoire de reconquête de ces terrains militaires auxquels on arrive encore aujourd'hui à grignoter. Il reste encore, vous allez voir qu'il va rester sur l'héliport 3 hectares et demi, mais on part de 35 hectares de terrain militaire. Voilà. Alors évidemment, au début, c'était un terrain d'aviation.
C'est devenu un terrain d'hélico, puisque quand même au fur et à mesure que l'urbanisation se développe, faire atterrir des avions dans Paris est devenu quand même un peu plus compliqué. Donc là, on a des images un peu incroyables de tout ce secteur. Ah, là, on est avant l'arrivée du périphérique, hein, donc d'un 15e arrondissement qui forme une certaine unité, même si on est sur des terrains militaires, un héliport, des terrains industriels. La première reconquête de ces terrains, c'est la construction du parc Suzanne Lenglen et puis de la Cité des Frères Voisins dans les années 70, à la fin des années 70. Et c'est là qu'une offensive un peu plus importante de la ville de Paris a démarré sur comment vivre à côté de cet héliport. Voilà, on a des témoignages des pionniers de l'époque qui ont habité ce quartier, très moderne à l'époque, qui apportait beaucoup d'équipements sportifs, écoles, mais aussi un sentiment d'isolement qui s'est aggravé, là on est en 1980, qui s'est aggravé avec la coupure du périphérique. Donc tout ce contexte-là nourrit quand même la façon dont la ville de Paris présente au préfet de région sa volonté de continuer à reconquérir ce site et à accompagner la mutation urbaine. On est en 1985, un grand moment, c'est la construction de l'Aqua-Boulevard, puisque sur des terrains de la ville de Paris, il y a ce projet, cet accord passé avec le porteur de projet de Forestil, de construire un centre sportif privé, mais qui a proposé aussi ce bassin nautique de l'Aqua-Boulevard. Donc vous voyez, au fur et à mesure, l'étau se resserre, j'ai envie de dire, autour de l'héliport, et l'image que vous avez là est à peu près l'image de l'héliport d'aujourd'hui. Et on arrive fin 2024. Aujourd'hui, l'héliport, le voici. Des hangars privés de sociétés d'hélicoptères privés à gauche. Une piste de décollage. Il y a toujours une piste de décollage qui est maintenue pour les hélicoptères pour des questions de sécurité. Et puis, une gestion par le groupe Aéroports de Paris qui a l'exclusivité de la gestion de tous les aéroports, aérodromes de la région parisienne. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. On arrivait en fin de concession, c'est-à-dire que la ville de Paris louait, par une convention d'occupation, à ADP depuis 1994, depuis même 1969, depuis 1994 ce terrain. La concession arrive à échéance en décembre 2024. Et là, la ville dit, bon, bah, nous, on veut, comme l'a dit monsieur le maire, on veut la suppression. Et les accords qui ont été trouvés, puisque la ville de Paris a le 15e arrondissement, la mairie centrale, mais la ville de Paris est une collectivité, mais c'est aussi la capitale de la France. Et donc l'État nous impose, jusqu'à aujourd'hui, le maintien d'un héliport pour des raisons qu'ils évoquent, sanitaires, régaliennes, c'est-à-dire les hélicoptères qui permettent de transporter le président de la République ou le Premier ministre. Bon, voilà, l'État s'accroche à cet hélicoptère par l'intermédiaire de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc, jusqu'en décembre 2024, on avait 7 hectares et demi, 8000 vols par an. En fait, c'est une activité qui est en déclin. Hein. L'hélicoptère n'est plus un objet, enfin, c'est un outil un peu extraordinaire, mais qui a peu de public en réalité. Donc même s'ils ont l'autorisation de 20 000 vols par an, ils n'en font que 8 000 et en réalité même 6 000. Donc cette convention de 30 ans arrivait à échéance en décembre 2024. Donc vous voyez l'image, vous l'avez dit, monsieur Goujon, c'est une réduction de moitié. Donc voilà, on passe de cette limite jaune à cette nouvelle limite jaune, et la limite verte, c'est ce qui est rendu à la ville. Et le projet, c'est pas de construire, c'est d'augmenter le parc Suzanne Lenglen. En haut à gauche, les hangars des sociétés privées, donc qui vont s'implanter ailleurs, hein, clairement, qui ne pourront plus bénéficier de ces hangars sur l'héliport. Et en bas à droite, une grande pelouse et puis la nécessité de déplacer la tour de contrôle. Voilà ce qu'on récupère dans le parc Suzanne Lenglen, avec une forme un peu compliquée quand même pour intégrer ça au parc. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui nous gêne aussi, c'est ce parking. Le parking est loué à Viparis. Viparis, c'est la société qui exploite le parc des expositions de la Porte de Versailles. Et donc, il y a un accord ancien avec la ville pour qu'ils puissent stocker les camions quand il y a des grandes manifestations, type Salon de l'agriculture, Foire de Paris, etc. Donc ce qui ne gênait pas jusqu'à une certaine période, parce qu'on était dans un secteur industriel, parce qu'on était dans la limite presque de l'héliport, quand même nous pose un sérieux problème
Donc il a été décidé d'intégrer à l'extension du parc le déménagement de ce parking, mais on ne peut pas le déménager tout de suite définitivement, on va le déplacer. Donc voilà juste une petite animation pour vous montrer la complexité, parce qu'il faut que l'activité aéroportuaire continue, il faut à être exploitée pendant les travaux, il faut que la sûreté aéroportuaire soit maintenue. Donc cette petite animation montre la libération progressive des terrains en phase 1. La phase 1, cette libération effective, c'est, on va dire, juin 2025. Il faut démolir les hangars, il faut surtout reconstituer la clôture de sûreté. On est dans une zone de sûreté aéroportuaire. Donc en juin 2025, si tout va bien, on a une nouvelle clôture qui est posée et qui nous permet de commencer à mettre un pied sur les terrains. Avec une clôture provisoire, voilà. Le parking Viparis, on le déplace sur la zone des hangars avant de trouver une solution plus définitive. Pour l'instant, dans l'urgence, on déplace ce parking pour libérer la partie sud vers le parc. Et puis après, ADP déplace tous ses équipements sur le nord et se regroupe là sur la partie en haut de l'image pour nous libérer la dernière phase de ce site. Donc il va y avoir une libération progressive des terrains qui ne permettent pas d'aménager définitivement le parc tout de suite. Par contre, vous allez le voir, l'idée c'est bien dès qu'un terrain se libère, que la direction des espaces verts et la direction jeunesse et sport, qui vont commencer à travailler sur ces terrains, puissent nous ouvrir ces terrains pour des premières installations. Là, c'est une diapo un peu compliquée, mais que j'ai maintenue quand même, qui raconte quand même toute l'histoire de ces accords avec l'État. En 1969, on avait 11 hectares d'héliport. En 1994, on a réduit à 7,5. Et là, avec cette nouvelle convention, réduction du périmètre, suppression des hélicoptères commerciaux basés, et une convention qui n'est plus de 30 ans, mais qui est aujourd'hui de 15 ans. 15 ans, c'est long, mais c'est 2 fois moins que 30 ans déjà. Et ça permet comme ça de diminuer quand même les engagements, la durée des engagements de la ville vis-à-vis d'ADP. Ça, c'est la convention entre l'État et la ville. Et après, on a 2 exploitants qui sont donc Aéroports de Paris, pour une durée de non plus de 30 ans, mais de 15 ans maintenant. Et puis, la sécurité civile, qui est une 2e convention. Donc voilà ce qui a été voté au Conseil de Paris du mois de juin, juillet même, c'était juin ou juillet, sur ces nouvelles conventions et cet accord qui a été passé sous l'arbitrage du préfet de région entre la ville de Paris et Aéroport de Paris. Ah, j'ai fait sauter la diapo. Donc j'avance. Dans la perspective de cette réduction de l'héliport, des études urbaines ont été menées depuis 2-3 ans. Certains d'entre vous ont peut-être participé aux réunions de concertation. Voilà, on expose rapidement les difficultés, enfin les atouts et les difficultés de ce parc. Des accès, c'est vrai, peu visibles, notamment l'accès sur la porte de Sèvres. Pour rentrer dans le parc Suzanne-Lenglen, on rentre par ce petit portillon, alors qu'après, le parc est vraiment magnifique, extraordinaire. Il s'ouvre après de façon assez importante, mais on rentre par ce petit trou de souris. Donc demain, quand on aura récupéré la dernière parcelle de l'héliport, les collègues de la direction des espaces verts travailleront à une entrée digne de ce nom. Pour l'instant, il faut qu'on attende d'avoir la restitution de ce terrain. Ça rappelle des choses qu'on avait déjà présentées. C'est un peu l'historique des études urbaines en 2020. On ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez qu'il y a des équipements sportifs, il y a l'idée d'un parc qui soit à la fois un parc sportif et un parc végétalisé. En 2022-23, on a présenté, dans le cadre des concertations, les premières intentions sur la partie sud de la restitution, avec, en fonction de ce que les gens demandaient, c'est un parc qui est très, très orienté sport, donc les gens demandent à avoir aussi la possibilité de faire des activités physiques libres. Donc la plaine enherbée, c'est pour pratiquer le ballon, le volant, le cerf-volant. Enfin, le cerf-volant près des hélicos, ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas des activités libres qui ne soient pas forcément encadrées par des clubs sportifs. Donc voilà, cette diapo rappelle un peu ce dont on était venu parler. Moi, j'étais venu ici aussi il y a 2 ans évoquer un peu ces questions et ces réflexions. On est aussi lauréat d'un appel à projet européen. On est donc la Commission européenne nous
nous suit. On est ville leader parmi d'autres villes leaders européennes pour la façon dont on va gérer la renaturation de ce site, la concertation, la dépollution, parce qu'il y a des cuves, par exemple, à enlever, et comment on va renaturer ce site sur Paris. Le PLU, le plan local d'urbanisme bioclimatique, donne des intentions. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez que dans l'idée de ce parc Suzanne Langlaine, c'est d'améliorer ses accès, ses traversées et ses liaisons avec la ville, en faire un parc qui soit un peu moins confidentiel, qui est très fréquenté par les clubs de sport, qui est très fréquenté par les riverains, qui sont sûrement aussi beaucoup les riverains d'ici les Moulineaux. Mais voilà, d'arriver à mieux le connecter au reste de la ville et notamment au 15e arrondissement. Alors voilà le site. On va récupérer cette pelouse. Là, alors juste derrière, il y a quand même, là où il y a l'hélico, c'est la piste. Mais il y a un morceau de cette pelouse. Vous voyez, il y a quand même un grand paysage qui va s'ouvrir et qu'il va falloir aménager. Pour l'instant, le projet, c'est d'aménager ça définitivement dès qu'on aura récupéré tous les terrains, c'est-à-dire en 2027. Mais dès maintenant, vous voyez, entre cette pelouse à récupérer et ce parking qu'on va déménager, il y a la volonté de commencer à travailler, à rentrer sur le terrain. Voilà, ça c'est le parking quand il est occupé par les camions. Vous voyez que ce qui a pu être légitime il y a quelques années n'a vraiment plus sa place dans le parc Suzanne Langlaine, quoi. Donc ça, un schéma un peu compliqué, qui est pour l'instant une intention, qui raconte quand même, voilà, on récupère la première zone au sud de la piste, ça c'est la piste d'envol, il y a une zone à récupérer, et dès maintenant, les collègues de la direction des espaces verts travaillent à ce que cette prairie fleurie soit tout de suite accessible, avec une plateforme qui va permettre de relier le parc à la prairie. Zone de biodiversité, parce qu'on est un peu coincé là derrière les hélicoptères, donc c'est là-bas que vont être travaillées plusieurs étapes de recherche sur la remédiation des sols, comment travailler sur l'amélioration de la qualité des sols. Et puis pareil, dès que le parking va être libéré, cette zone va s'étendre. Mais l'idée, c'est de ne pas attendre. Vous savez, les projets urbains, on dit que c'est toujours long, mais de ne pas attendre un projet totalement définitif sur cet espace pour ouvrir dès maintenant le parc à des initiatives expérimentales ou des initiatives qui peuvent venir des quartiers, des clubs, etc. Donc, et puis on a cette deuxième zone au nord des hangars, voilà une photo de l'état actuel, sur laquelle vont être déménagés dans un premier temps les camions. Enfin, il n'y a pas souvent de camions, hein, mais c'est un parking qu'on doit à Viparis. Voilà, il y a une convention avec eux. Il est vide à 80% du temps, mais on doit libérer une place pour ces camions. Donc, avant que la direction de jeunesse et sport ne développe de nouveaux équipements sportifs qui seront issus soit de la demande des clubs, soit des budgets participatifs qui ont exprimé certaines demandes d'activité dans la zone. Bon, on va garer les camions effectivement là après la démolition des hangars. Il y a quand même un bâtiment intéressant à récupérer, celui où vous avez les 2 hélicoptères là, qui est un bâtiment qui extérieurement comme ça n'a pas l'air extraordinaire, mais c'est un hangar de très bonne qualité que la direction jeunesse et sport va récupérer immédiatement dès sa libération pour faire un gymnase. Donc ça, c'est quand même un projet qui va se dérouler à court terme. Voilà une image pour finir de l'état de la situation tout autour. Donc en fait, tout bouge en même temps. L'héliport, on vient de le dire, les choses s'accélèrent sur l'héliport parce que quand vous avez un grand projet urbain, vous devez présenter à l'autorité environnementale votre projet. Et l'autorité environnementale, quand on est au-dessus de 10 hectares, vous avez une étude d'impact à faire, d'impact environnemental. Et là, on était entre 5 et 10 hectares. Donc notre dossier a été examiné par l'autorité de l'État qui nous a dispensé d'études d'impact. Parce que le projet était suffisamment avancé pour justifier qu'on n'allait pas aggraver les nuisances sur le site. Donc les choses s'accélèrent. On était sincèrement tous persuadés qu'on allait avoir une étude d'impact parce qu'on se dit il y a des hélicos, des hélicoptères, donc quand même, on a été dispensés. Alors on est tous un peu séchés sur le fait qu'on soit dispensés et donc on avance
On avance maintenant parce que les terrains vont plus vite. Voilà, là, généralement, on a plein de raisons pour retarder le projet, et là, tout d'un coup, il s'accélère. Bon. Et en même temps, il y a Aqua Boulevard, le permis a été déposé, délivré. Ils auront des longues phases de travaux, hein, c'est 30 à 40 mois, mais dès que ça va démarrer à la fin de l'année, ça va être assez rapidement spectaculaire, et ils livreront petit à petit les bâtiments et les lots. Pour ceux qui ont suivi le projet, ça devient non plus un centre commercial fermé sur lui-même, une boîte noire, mais ça devient un quartier avec des rues ouvertes au public dans lesquelles on pourra circuler dans la journée. Il y a la Cité des Frères Voisins de Paris Habitat qui va rentrer en rénovation. Là aussi, une rénovation lourde qui tarde. Enfin, je sais que Monsieur Lebert va dire qu'il l'attend depuis longtemps, et puis à chaque fois qu'il a Paris Habitat, il y a une relance à chaque fois. Donc ça démarre en 2028. Il y a l'école des Frères Voisins qui aussi doit être remise aux normes environnementales, qui ne va pas être agrandie, mais sur lequel les collègues vont travailler à sa réhabilitation. Donc tout ça fonctionne en même temps et donne quand même un certain élan au quartier. Pour finir, quelques images pour ceux qui n'ont pas traversé le périphérique pour aller dans le parc. On a une vue là du parc quand même depuis un des logements de la Cité des Frères Voisins. Et voilà quelques ambiances du parc, qui est certes un parc sportif, mais il faut y aller même si on n'est pas sportif, parce qu'il est en termes de végétalisation vraiment assez bien travaillé, quoi. Donc il y a plein de petits lieux, à la fois des grands espaces ouverts, mais aussi des petits lieux, jardins des senteurs, des pratiques libres, une architecture souvent étonnante dans le secteur des tennis. Et puis des petits lieux comme ça où on peut se promener, même si on pratique pas le football. Voilà. Merci à vous. Nous vous remercions pour cette très belle présentation qui était vraiment très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. C'est quand même encourageant pour le 15e. Moi, la question portait sur la partie qui n'est pas pour l'instant restituée. J'ai vu dans une diapositive que c'était 15 ans plus 5 ans. Donc ça veut dire que ça reporte à 2045, c'est ça? Oui, et j'ai vu plus 5. Oui, ça c'est les petits reliques. Vous l'avez vu, je ne l'ai pas dit, hein, mais vous l'avez. Oui, bien sûr. Vous savez, dans une négociation, déjà, il a fallu batailler pour que ça ne soit pas 30 ans. Alors là, comme ce n'était pas 30 ans, ADP nous dit oui, mais moi, il va falloir que je fasse des investissements pour reconstituer mon héliport. Donc si je n'exploite pas pendant 30 ans, je ne vais pas pouvoir retomber sur mes pattes. Vous savez qu'ADP est privatisé aujourd'hui. Donc ils ont un compte d'exploitation à maintenir. Donc c'est vrai, vous avez raison, ça a été divisé par 2, 15 ans. Puis après, dans la négociation, il a fallu lâcher 5 ans de revoyure. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, ADP doit présenter à tout le monde un compte d'exploitation et une motivation pour une prolongation de 5 ans. Après, voilà, ce sur quoi on compte, c'est de toute façon sur une activité qui d'elle-même n'est déjà pas rentable pour ADP. Et on souhaite tous que ce soit eux-mêmes qui considèrent que finalement cet héliport s'arrête. Mais oui, vous avez raison, il y a un petit bout de 5 ans... Et comment éviter les taxis volants dans ces conditions? Les taxis volants, pour l'instant, ils ont du plomb dans l'aile puisqu'ils n'ont pas l'autorisation de voler. Et puis, en termes de commercialité, la ville, tous les arrondissements se sont battus pour que, par exemple, il n'y ait pas la plateforme qui puisse s'installer à Austerlitz. Donc, avoir un taxi volant qui transporte une personne et qui peut faire héliport et puis je ne sais pas où... En termes de services de taxi, disons que c'est un peu limité. Donc, en termes de commercialité, ils n'ont pas l'air de pouvoir encore développer la chose, quoi. Mais c'est vrai que s'ils trouvaient la commercialité et l'autorisation de vol,
malheureusement, ils auraient l'autorisation de se poser sur l'héliport, puisque c'est un héliport. Oui, si je peux dire un mot supplémentaire. Oui, je voudrais revenir sur l'héliport parce que c'est vrai que c'était une négociation très difficile. Nous avons mené ça de concert avec la ville de Paris pour obtenir à la fois de l'État et aussi d'Aéroports de Paris, les choses sont un peu liées quand même, que nous puissions récupérer une partie de l'héliport. Alors au départ, moi j'étais parti sur une récupération totale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais parce que c'est une concession finalement que la ville de Paris fait à Aéroports de Paris. Donc la ville, comme toute collectivité, peut décider de mettre fin à une concession quand elle arrive à expiration. Et elle arrive à expiration, cette concession de 30 ans, le 31 décembre de l'année 2024. Sauf qu'il y a un engagement réglementaire qui lie l'État et la ville et qui dispose que, quelle que soit l'évolution statutaire du terrain, ça doit toujours rester un héliport. Donc la ville pouvait aller au contentieux. Mais bon, comme on dit, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un procès. Donc, plutôt que d'aller au contentieux et peut-être perdre encore des années de discussion avec l'État et Aéroports de Paris, la ville, ce que je peux comprendre, a décidé, sur proposition du préfet de région d'ailleurs, hein, qui a fait quand même une avancée, qui a fait quand même un pas en avant, de récupérer la moitié, quoi. Voilà, on a décidé que la moitié de l'héliport serait rétrocédée à la ville de Paris. Parce que, bon, entre nous, des hélicoptères qui ont besoin d'une piste d'aviation aussi gigantesque pour atterrir, on voit ça qu'ici, quoi. Un hélicoptère, ça n'atterrit pas comme un avion. Alors, bien sûr, il y a les routes aériennes, etc. On me dit que plus il faut atterrir brutalement, enfin, verticalement, et plus ça fait de bruit. Bon, enfin, ça, c'est vrai aussi. Enfin, je veux dire, moi, en tant que maire de l'arrondissement, je ne peux pas laisser passer l'occasion de récupérer des hectares de végétalisation et d'espaces sportifs pour les habitants, hein, quand même, qui en manquent cruellement partout. Donc voilà, ça c'est le sujet. Mais la négociation a été très dure. Moi, ce que je me demande, et M. Maury l'a dit à la fin de son propos, c'est comment Aéroports de Paris va pouvoir justifier qu'il est l'exploitant d'un héliport qui est déficitaire et qui est l'objet d'une concession avec une collectivité locale, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que même s'il continuera à y avoir des vols commerciaux, il y a des vols commerciaux et des vols de service public, hein, sur cet héliport, comme vous le savez, puisqu'il y a aussi la gendarmerie, la police, les pompiers, le SAMU surtout d'ailleurs. Mais il y a aussi des vols commerciaux. Or, il a été décidé que les sociétés commerciales ne pourraient plus atterrir ici, enfin, ne pourraient plus avoir que leur siège social sur cet héliport. Ce qui implique une conséquence qui est que à chaque fois qu'un hélicoptère de ces sociétés viendra atterrir sur cet héliport, il devra payer une taxe importante. Donc ça modifie l'équilibre. Et il y aura donc, sans doute, c'est fait pour ça d'ailleurs, moins d'atterrissage moins d'atterrissage d'hélicoptères commerciaux, puisque ce sera beaucoup moins rentable pour les sociétés commerciales qui ne pourront plus faire que du touch and go, comme on dit, c'est-à-dire se poser et redécoller, mais pas rester à demeure, puisque c'est plus le siège, si je peux dire, de ces entreprises commerciales. Donc il y aura moins de vols, donc il y aura moins de redevances il y a moins de recettes pour Aéroports de Paris, et du coup, Aéroports de Paris va se retrouver à exploiter une concession de façon déficitaire. Moi, je ne suis pas magistrat à la Cour des comptes, mais si la Cour des comptes fait une enquête là-dessus en disant comment se fait-il que une concession est déficitaire pour Aéroports de Paris, où l'État a quand même des intérêts énormes, ça risque de poser un petit problème. Je le souhaite vivement d'ailleurs, comme ça, parce que cet héliport, j'en avais parlé avec les responsables d'Aéroports de Paris quand on a discuté de tout ça, il est déjà déficitaire. Donc ce n'est pas une bonne affaire pour Aéroports de Paris. Mais Aéroports de Paris, sur instruction de l'État, est obligé de le garder comme, voilà, dans son giron. Mais là, il va être encore beaucoup plus déficitaire. Si les magistrats de la Cour des comptes, par exemple, s'interrogeaient là-dessus, je pense qu'il y aurait une réponse qui serait assez négative pour Aéroports de Paris. On va vivement les encourager. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
Le petit enclos pour les animaux, qui est très important pour les enfants de nos villes, est-ce qu'il pourra être plus agrandi et pour les animaux, je me mets à leur place, ils étaient dans un endroit très très bruyant. Alors j'aimerais bien qu'ils aient plus de place et un endroit moins bruyant pour eux. Voilà. Est-ce que c'est prévu ? Juste derrière, il y a le RTE, c'est-à-dire un site d'électricité, là, je cherche le mot, de transformateur, qui, on n'en a pas parlé là, mais ils vont se resserrer. Tout ça, c'est des terrains villes de Paris. Donc on les pousse aussi à se resserrer. Il y a des travaux qui devraient s'engager dans les années qui viennent, mais un délai assez court pour réduire la place de ces transformateurs qui font beaucoup de bruit. C'est très pénible quand on passe à côté. Ouais, alors, il n'y a pas de projet aujourd'hui sur cette petite ferme, mais j'imagine bien que le moment où on récupérera des bouts de terrain sur RTE, ça sera l'occasion de reposer cette question et de réfléchir au bien-être animal, c'est sûr. Oui, est-ce qu'on pourrait revenir aux premières diapositives où vous expliquez exactement ce qui allait être conservé? Parce qu'on a l'impression que c'est divisé en deux et qu'il y a la piste au milieu. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une mauvaise perception de notre part? Voilà, voilà. Donc, c'est bien ça, la piste est au milieu et c'est bien coupé en deux. Et qui a décidé une chose pareille, en fait coupé en deux, voilà, c'est simplement une explication. Non, mais vous avez raison, mais l'image est un peu trompeuse parce que c'est coupé en deux, mais ça se relie par le côté, là. Hein. C'est-à-dire que vous voyez on est dans le parc et c'est relié, tout ça va être connecté. D'ailleurs, le centre d'exploitation des jardins qui est là réfléchit aussi à une réimplantation dans le parc, ce qui fait qu'au bout de la piste, si j'arrive au bout de la piste, on pourrait libérer ce site. Vous avez raison. Tout simplement, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait que l'activité aéroportuaire continue. Donc, ils ont besoin de plots pour atterrir et d'une tour de contrôle. Donc, tout ça, ça va là. Et ce qui était libérable, c'était cette grande pelouse qui ne sert à pas grand-chose. Bon, voilà. Et puis, ce qui était libérable, c'était dans l'accord qui a été passé, c'était de faire partir les entreprises privées, donc les hangars qui sont là. Donc, oui, c'est une construction un peu artificielle. On grignote. Mais tout l'héliport a été grignoté de cette façon-là. Même la rue Henri Farman, qui n'existait pas, est venue couper les terrains à une certaine époque. Oui, c'est un grignotage. Mais bon, on va trouver une cohérence parce que tout cet ensemble-là va être bien raccroché au parc. Et vous avez toute l'entrée dont je parlais là aujourd'hui. On rentre par ce petit trou de souris là. Mais vous aurez demain un vrai accès au parc ici. Là, on va avoir des installations qui seront un peu différentes, qui seront plutôt des installations sportives, avec un accès direct sur la rue Henri Farman. Mais oui, vous avez raison, il faut après bricoler avec ce qu'on nous donne. Oui, madame a parfaitement raison de poser cette question, ça ne m'étonne pas d'elle d'ailleurs. Elle pose toujours des questions pertinentes dans chaque conseil de quartier. Et merci de participer à tous nos conseils de quartier. C'est que Aéroport de Paris a tout fait pour nous entraver, a tout fait pour nous gêner, a tout fait pour rien nous donner, a tout fait pour rendre les choses difficiles. Et on va s'en apercevoir. Enfin, excusez-moi, vous ne pouvez pas le dire, mais je le dis en tant qu'élu. Et on va le voir tout au long de la préparation de tout ça. On a réussi de haute lutte à obtenir d'Aéroports de Paris qui fassent la dépollution du site. Parce que ça aussi, c'est un certain coût. Il vaut mieux que ce soit eux qui le payent plutôt que les contribuables parisiens. Mais c'est très très dur de discuter avec eux. Et maintenant qu'ils voient qu'ils sont en perdition, ils essaient de nous mettre maintenant les taxis volants. Enfin, c'est une bataille qui n'est pas finie. C'est la bataille de l'héliport. On a gagné une manche, mais on n'a pas gagné la guerre encore. Mais là, la manche qu'on a remportée est quand même colossale. Parce que franchement, on n'y croyait pas. Ça fait 10 ans qu'on se bat là-dessus. Mais ils nous mettent des petits obstacles comme ça partout. Pourquoi 2 parcelles séparées l'une de l'autre? C'est scandaleux. C'est scandaleux, alors qu'on aurait pu faire un beaucoup plus bel aménagement d'un seul tenant, etc. Voilà, c'est comme ça, on fait, comme vous dites, avec ce qu'on nous donne. Mais la négociation était très dure, hein, très très dure. Puis je vois bien, même pour tous les travaux à venir, ça va être très difficile. Mais enfin, on tient bon. Voilà, on essaiera de faire au mieux.
Oui, justement, excuse-moi, vous parliez de la ville de Paris, du 15e, etc., donc, qui souhaitait effectivement bien récupérer ce terrain. Mais y a-t-il un obstacle aussi par rapport à la région qui était pour les taxis volants, en fait? Alors, oui. Alors ça, la région n'a pas d'intérêt, si je peux dire, sur l'héliport, mais la région essaye de pousser, considérant que c'est une innovation importante pour l'avenir, de pousser les taxis volants. Bon, voilà. Moi, ce que je dis à la région, j'ai rencontré la présidente de la région, d'ailleurs, là-dessus. Je lui ai dit, bon, les taxis volants, à la limite, c'est pas mon sujet, même si je lui passerai la voir personnellement, mais pas là, voilà. Pas là, parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Maintenant, de toute façon, aujourd'hui, comme on l'a dit, les taxis volants ont quand même un peu de difficulté à exister. On continuera. Là aussi, c'est un deuxième combat. Et, parce que je pense que ça va nous empêcher, si c'est une base de taxis volants, comme ça peut être un projet de certains, de l'État et de la région particulièrement, ça peut nous empêcher de récupérer la partie restante de l'héliport. C'est vrai que c'est une nuisance moindre. Enfin, c'est une nuisance qui s'ajoute aux hélicoptères quand même. Hein, c'est pas à la place. C'est quand même des grosses machines. Donc, je le rencontre prochainement, le président de l'ACNUSA, l'autorité de lutte contre les nuisances aéroportuaires. Et j'amène un dossier justement là-dessus aussi, quoi, concernant les taxis volants, comme concernant la fermeture totale de l'héliport. Parce que pas la longueur de la piste alors. Non, c'est totalement rien à voir. Non. Le projet taxi volant n'est pas suffisamment avancé. D'ailleurs, en revanche, les taxis volants n'ont pas besoin d'un héliport, mais d'un vertiport. Oui, je sais. Alors, c'est une plateforme qui a d'ailleurs été posée, je crois, dans l'héliport déjà, il y avait un projet de vertiport aussi, un projet de vertiport dans l'héliport, comme il y en a eu un sur Austerlitz. Ils ont déposé un permis de construire. Moi, j'ai donné un avis défavorable, évidemment, mais enfin, bon, voilà, il aussi. Mais ça demande juste une plateforme. C'est moins encombrant qu'un hélicoptère, mais quand même. Oui, je prends la parole 2 minutes pour effectivement souligner d'abord qu'effectivement, on est dans un moment qui nous réjouit parce qu'on a attendu extrêmement longtemps, qu'on a été les uns et les autres, donc tout bord politique confondu sur le coup, et moi étant dans la majorité de l'hôtel de ville, je dois dire que et M. Goujon et Mme Hidalgo ont tout fait en partie ensemble pour que effectivement ce parc, ce nouveau parc, parce que c'est un nouveau parc, ça va être un des plus grands parcs parisiens en fait. Donc c'est quand même un événement parce qu'il n'y en a pas tous les jours qui se crée, puisse éclore, même si on va devoir encore attendre quelques temps, et souligner l'importance, en tant qu'élu du 15e que nous sommes, que ça arrive. D'abord parce que c'est toujours une bonne nouvelle pour Paris dans son ensemble, pour le 15e en particulier, et pour ce quartier en particulier, parce qu'on sait, et vous le savez mieux que moi, que le quartier des Frères Voisins est très enclavé, et que ça va vraiment participer à améliorer la vie des gens qui se sentent un peu exclus de l'autre côté parfois du périphérique, se croisant avec le projet, je m'excuse d'être arrivé en retard, je travaillais tard, mais je ne sais pas si vous en avez parlé, de réhabilitation de l'Aqua Boulevard. Et donc c'est tout un ensemble de choses, et c'est extrêmement important socialement, culturellement, et puis pour le cadre de vie, quoi. Alors effectivement, on sera également tous ensemble, je pense, comme on l'a été, et malgré les potentiels autres intervenants politiques qui peuvent soutenir ça, pour se battre contre les taxis volants. Effectivement, vous avez raison, madame, parce que on peut dire que c'est une nuisance moindre. C'est une nuisance d'abord quand même d'un point de vue environnemental, c'est une absurdité. C'est-à-dire qu'on sait que ça transporte un taxi volant une personne ou 2 personnes, et ça a quand même un coût environnemental énorme. Même si c'est électrique, c'est des batteries, c'est pour la biodiversité très délétère, et c'est quand même des nuisances, y compris, on ne sait pas exactement, mais ça fait évidemment moins de bruit qu'un hélicoptère, mais enfin ça fait quand même beaucoup de bruit, il y a une nuisance du vent, etc. Or, les habitants des Frères Voisins et de tout ce quartier, d'un côté et de l'autre,
n'en peuvent plus des hélicoptères, n'en peuvent plus. Donc c'est extrêmement important. On ne peut pas supprimer ça. Et vous le disiez, monsieur le maire, que l'État s'était accroché à ça. On peut se demander légitimement le pourquoi, puisqu'effectivement, ça n'est pas une question purement de sécurité. En tout cas, ça ne nous a pas été vraiment prouvé. Nous siégeons ensemble au comité environnemental de l'héliport, où il nous est parfois détaillé un certain nombre d'études, mais qui ne sont pas complètement convaincantes, hein. Je vous dirais, en tout cas, qui, moi, ne m'ont pas convaincu, et je crois que vous non plus, monsieur le maire, puisque vous avez souvent posé la question sur les études, de savoir quel vol était dit commercial et quel vol était dit de sécurité ou indispensable. Et donc, on peut se demander pourquoi l'État s'arc-boute là-dessus, d'autant plus que ça n'est pas effectivement rentable financièrement d'un point de vue financier. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des lobbying particuliers qui veulent pouvoir atterrir là en hélicoptère ? Bon, reste que donc la bataille effectivement n'est pas finie, mais que ce dont on doit se réjouir et puis finalement se projeter vers l'avenir, et merci beaucoup de votre présentation et du travail de la direction de l'urbanisme de la ville de Paris, c'est effectivement comment ensuite on fait vivre ce parc, on l'aménage, on en fait un parc moderne, agréable, ouvert, et mon souhait, enfin je pense qu'il pourra être partagé, c'est qu'à la fois ça puisse être un parc pour le 15e et pour les habitants de ce quartier, mais vu l'importance de ce parc, que ça puisse être un des parcs, disons, attractifs et notables et parisiens. Et y compris en étant un point qui puisse faire vivre aussi l'ensemble du quartier, parce qu'il pourra attirer aussi d'autres Parisiens, avec ou sans enfants, sportifs ou pas, parce que avec des usages mixtes comme on peut faire aujourd'hui, comme on sait faire, donc on peut rêver de beaucoup de choses. On peut rêver d'un parc, par exemple, qui pourrait promouvoir la biodiversité, avoir des actions ou des équipements pédagogiques, etc. Donc je crois qu'il y a voilà, c'est quand même une étape extrêmement importante, même si encore elle tarde encore un peu, et que effectivement c'est qu'en 2027 qu'on verra les choses réellement arriver. Mais c'est un grand moment, et c'est encore une fois un des plus grands parcs parisiens, c'est ça qu'il faut retenir, qui va éclore dans notre quartier. Je sais pas, le parc total fera quelle surface ? Est-ce qu'on a le nombre, enfin l'hectare total ? Ce n'est pas pour poser une colle, hein, puisque moi-même je ne sais pas. Mais voilà, donc ça fera 21, c'est ça ? 21 du coup à la fin. C'est impressionnant, voilà. Donc il y a beaucoup de travail encore, mais c'est très réjouissant et c'est très heureux. Bonjour, je suis Manuel Gia, donc je suis un président de résidents dans la région. Donc c'est la première fois que je viens ici. Ce que je ne comprends pas, mais peut-être parce que je suis novice, c'est qu'Anne Hidalgo nous rend la vie impossible sur Paris avec tous ces problèmes, vous savez, les ZFE et ainsi de suite. Et vous expliquez qu'on n'arrive pas à faire sortir l'héliport pour des raisons qui sont très lobby, je pense. Expliquez-moi comment on peut arriver à rendre la vie impossible à des milliers de gens en région Île-de-France pour des raisons écologiques et qu'on n'arrive pas à faire ça. Vous voyez, j'aimerais bien comprendre. Alors, je ne suis pas naïf, mais je pense que vous devriez dire la vérité sur les lobbies, sur les pressions, parce que ce n'est pas crédible ce que vous expliquez, alors, gentiment. Non, mais alors, très gentiment, je ne sais pas si la question s'adressait à moi, mais alors... Ben en tout cas, alors, moi, je réponds quelques éléments et je ne doute pas que monsieur le maire en répondra d'autres. Non, mais très clairement, vous dites, c'est subjectif, hein, quand vous dites Anne Hidalgo rend la vie impossible. Moi, elle améliore ma vie, mais donc on peut après débattre longtemps, c'est pas l'objet. Mais oui, non, mais réellement, c'est-à-dire que je considère, et donc vous n'êtes manifestement pas d'accord, mais je considère réellement que la transformation de Paris a été vertueuse. Pardon, mais nous ne sommes pas d'accord. Voilà, nous ne sommes pas d'accord. Évidemment, j'habite Paris, je suis élu du 15e. Oui, bien. Oui, non mais, c'est-à-dire que moi, ma vie s'est transformée. Les pistes cyclables, c'est une amélioration de la vie des Parisiens, y compris des familles parisiennes, donc, et des familles du 15e. Enfin, bon, voilà. Alors, je ne sais pas si on est d'accord, pas d'accord. On peut prendre les points un par un, et je serais ravi de vous de discuter avec vous en privé, par ailleurs, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais sur le fond, alors, les lobbies, tout simplement... Pourquoi on arrive à faire ça à Paris ? Tout simplement parce qu'il y a une volonté politique de le faire, qu'on l'approuve ou pas.
Et pourquoi on n'arrive pas à le faire à l'héliport? Parce qu'il y a une particularité qui a été expliquée par Monsieur le maire, qui fait que la DGAC a son mot à dire, et que ça ne vous a pas échappé que, malheureusement, à mon sens, Anne Hidalgo n'est pas en responsabilité au gouvernement, et que donc elle n'a pas le pouvoir de décider. Et que le pouvoir de décider, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Transports, c'est eux qui l'ont sur cette question-là, clairement. Et donc la bataille, elle a été clairement avec ce gouvernement que je ne soutiens pas. D'autres peut-être, mais en tout cas que moi, dans la salle, je ne soutiens pas et que je combats justement parce que je pense qu'il ne prend pas les bonnes décisions, y compris en termes écologiques, y compris dans des choses absurdes comme ça, où on sent qu'il y a le poids des lobbies, et je ne sais pas lequel, et j'aimerais bien le savoir. Et ça, on peut peut-être être d'accord pour aller chercher ensemble. Donc, juste... Simplement, oui, moi je considère qu'on a instauré le chaos dans l'espace public. Donc évidemment, je n'ai pas du tout la même position que mon collègue, mais voilà. On peut s'entendre sur un ensemble de sujets dans l'intérêt général, comme celui de l'héliport. Je dois dire que ça fait très longtemps que cette affaire de l'héliport drôle, puisque moi j'ai commencé à réclamer la suppression de l'héliport en 2010. À l'époque, c'est vrai, la municipalité parisienne ne me suivait pas. Le gouvernement était gouvernement de François Fillon. Ce que j'ai obtenu à l'époque, c'est que le ministre des Transports de l'époque, Dominique Bussereau, vienne annoncer en mairie du 15e, ça aussi c'était une certaine prouesse quand même, vous voyez, je fais des auréoles, venu annoncer la fermeture de l'héliport, flanqué du préfet de région et du directeur de la DGAC, de part et d'autre. Et donc, le ministre des Transports, sur instruction du gouvernement, a dit voilà, on va fermer l'héliport. Ça, c'était 2011 par là. Et le préfet de région, de l'époque, je ne sais même plus qui c'était d'ailleurs, a présenté un plan de répartition du trafic des hélicoptères dans la région parisienne, dans la métropole, pour se substituer à la fermeture des héliports, parce que les hélicoptères continuent à exister, il faut bien qu'ils se posent quelque part quand même. C'est bien de fermer l'héliport, mais où les hélicoptères, ils se posent où? On n'a jamais dit qu'on supprimerait les hélicoptères, même s'il y a des nuisances, comme on ne supprime pas les avions, bien qu'il y ait des nuisances. Donc il y avait un plan de répartition d'hélistations. Il y en avait une dans l'échangeur de Bercy, il y en avait une à la Défense, sur une île de la Défense par là-bas, enfin bon, dans les Hauts-de-Seine. Il y en avait une dans le nord de Paris, le Bourget, etc. Enfin bon, il y avait 4 ou 5 hélistations. Il se trouve que, mais ça c'est quelque chose qui est très connu dans l'administration et dans la politique aussi, c'est qu'il y a eu un nouveau gouvernement en 2012. Puisque c'est François Hollande qui a remplacé Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce que font les administrations dans ces cas-là? Elles ressortent de leur tiroir les dossiers qu'elles ont perdus avec le gouvernement précédent. C'est un vieux classique. Et donc la DGAC s'est précipitée voir le gouvernement, je ne sais pas qui, un vague fonctionnaire quelque part, ou un préfet, j'en sais rien, et a dit « Ah ben voilà, c'est impossible cette affaire d'héliport, faut le garder pour telle et telle raison ». Et puis, bon, le gouvernement a changé de position et a décidé de garder l'héliport. Et moi, quand je siégeais à l'époque dans la commission, je siège toujours, mais à cette époque-là, on n'était pas très nombreux, dans cette commission de l'héliport, le préfet, du coup, s'opposait de nouveau à ma demande de fermer l'héliport. Ensuite, effectivement, j'ai rencontré la maire de Paris, on s'est mis d'accord pour mener ce combat ensemble, et je l'en remercie, puisque c'est vrai que quand il y a la force de la ville de Paris, évidemment, ça renforce les positions du maire d'arrondissement, ça c'est clair. Donc voilà, c'était pour vous dire l'historique de tout ça, et voilà, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant tout le temps, parce qu'il y a des modifications administratives, politiques, qui peuvent avoir des conséquences qui sont évidemment néfastes. Ok, bon. Moi, je pense que c'est du côté de Suzanne Langlaine. Quelle est la protection pour les piétons et tout ça? Est-ce qu'elle est prise en compte? Vous parlez de la place de la Porte de Sèvres? La Porte de Sèvres. Oui. Alors, c'est vraiment des sites les plus compliqués et j'allais dire les plus dangereux du 15e, sur lesquels nous travaillons avec la direction de la voirie depuis des années, d'ailleurs, parce que c'est très compliqué. Il y a là une concentration de flux, de piétons qui sont souvent les salariés des entreprises qui sont le long de la rue du Colonel Pierravia
et qui se sont implantés par milliers, et qui rejoignent la station de métro Ballard, la ligne 8, et donc qui arrivent à pied, traversant tout ça à pied. Il y a la bretelle du périph' qui débouche là, il y a la sortie de Paris, il y a la rue Louis Armand, il y a le tramway, oui, et mon collègue qui est chargé auprès de moi des transports publics, on pourra en parler, il y a le tramway, etc. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à avoir tout ça. Surtout que dans le projet d'aménagement qu'évoquait M. Maury, on veut faire de cette place, alors je dirais pas une place de village, parce que ce serait un peu trop audacieux, mais une place centrale, une place de ville, et pas cette espèce d'échangeur dangereux, informe, austère, moche, glauque, voire glauque. Il faut passer sous le périph' en plus pour y accéder, etc. Donc il y a un travail qui doit se faire là-dessus. Mais on a une entrave, et on voudrait faire une entrée du parc Suzanne-Lenglen, une entrée principale, là plutôt, parce que c'est très difficile de trouver les entrées du parc Suzanne-Lenglen, des petites entrées qu'on ne connaît pas, qui sont dans tous les coins. Enfin, bon. Donc on voudrait faire là une grande entrée principale. Et d'ailleurs, ce serait juste à côté de cette rue piétonne qui remplacerait la galerie commerciale, Décathlon, etc., qui serait détruite, remplacée par une rue piétonne qui nous mènerait presque jusqu'aux Frères Voisins, et qui serait une rue bordée de 2 pâtés d'immeubles, avec 2 voies perpendiculaires de la rue Colonel Piravia sur cette voie piétonne, 2 pâtés d'immeubles, avec des commerces en pied d'immeuble, comme partout dans Paris, des logements, des équipements, une place centrale qui serait de la taille de la Contrescarpe à peu près, vous voyez, qui donnerait sur ces 2 parties d'immeubles, qui donnerait l'entrée des nouveaux cinémas, puisque les cinémas seront entièrement refaits aussi, vous savez, les cinémas pâtés seront refaits, et puis qui donnerait sur l'Aqua Boulevard aussi, ce serait une entrée d'Aqua. Donc vous voyez, c'est une profonde modification, donc il faut une place qui permette une traversée piétonne, cycliste et tout ça. Bon. Le problème, c'est que nous avons une difficulté supplémentaire, c'est que le T2 et le T3... Le T2, oui. Voilà. Donc le T2, pardon, je confonds. Comment ? Ouais. Donc va être et la ligne de tramway la plus fréquentée de France, avec je crois 250 000 voyageurs par jour, voire d'Europe. Donc ça ne peut pas aller et il est trop surchargé. Et donc la RATP a décidé d'augmenter les cadences. Mais pour augmenter les cadences, il faut permettre un retournement des rames au terminus porte de Versailles. Et pour qu'il y ait un retournement des rames, il faut allonger la station et la modifier. Donc il y a des travaux qui ont commencé, qui viennent de commencer d'ailleurs, et qui vont durer 1 an. Pour permettre un cadencement plus rapide des rames du tramway et pour permettre de transporter plus de passagers. Pendant ce temps, le terminus de la porte de Versailles est transféré sur Porte de Sèvres. Donc, on ne peut pas bouger pour le moment. Mais ça doit donner le temps, j'espère, au service de la ville, de la voirie, de proposer un projet d'aménagement de ce site qui amènera peut-être à fermer une bretelle du périph', celle qui sort là, vous voyez. Mais si elle est bloquée là, si elle est fermée là, eh ben, voilà, il faudra bien que les voitures sortent ailleurs. Et si on va vers le sud, on se trouve aussi avec un autre problème, qui est le réaménagement, dans le cadre d'une opération d'aménagement programmée sur 52 hectares, de tout le secteur entre Porte de Vanves et le parc d'exposition, périphérique, boulevard extérieur. Et là, il est question aussi, dans un réaménagement de la voirie, de fermer une bretelle du périph'. Donc, voilà, il ne faut pas que les voitures sur le périph', qui sont encore sur le périph', tournent indéfiniment. Il faut qu'elles arrivent à sortir à un moment donné. Enfin, voilà, c'est des sujets complexes, n'est-ce pas ? Voilà, mais voilà, on a mis nos meilleurs ingénieurs sur le coup. Et puis, on verra ce que ça donne. Bien, nous allons passer au deuxième point. J'ai aucune question encore. Ah, d'accord. Oui, madame ? Est-ce que vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît ? Oui, est-ce qu'on pourrait revenir sur la diapositive tout à l'heure où on a cru comprendre qu'il y avait un petit tour de passe-passe au niveau du parking ? C'est-à-dire que, si je me souviens bien, il y avait une flèche jaune qui faisait passer le parking de droite vers la droite, de la droite vers la gauche. Donc, en fait, concernant le parking, ces salles, voilà.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, par exemple, de voir avec le parc des expositions pour mettre, en attendant, vider un peu ce parking? C'est peut-être plus facile de négocier avec eux, peut-être... voilà, parce qu'il y a eu des gros travaux du côté du parc des expositions. Peut-être qu'ils pourraient faire un effort pour loger justement tout ce parking. On ne peut être que d'accord avec vous. C'est la première chose qu'on leur a dit. On leur a dit, quand on est bien élevé, on garde ses véhicules chez soi. Alors oui, mais ces gens ont des droits sur ce terrain. C'est un bail emphytéotique de longue durée. Ça s'appelle des droits réels. Donc c'est bien une propriété ville de Paris. Mais vous savez, c'est des gens, ils sont dans les affaires. Hein. Donc ils ont un parking sur lequel ils peuvent garer des camions jusqu'en 2065. Donc quand vous négociez avec ces gens-là, il faut avoir quelque chose à leur donner en échange. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc on a cherché un parking à proximité, mais trouver un parking pour 100 poids lourds à moins de 5 minutes de la porte de Versailles, on a cherché, on n'a pas trouvé. Donc effectivement, c'est des gens qui ont juridiquement, vous voyez, alors dans la discussion, je pense qu'il va falloir leur mettre un petit peu la pression pour leur expliquer qu'ils fassent un effort, mais juridiquement, ils ont ce droit de parking. Donc si jamais on leur imposait la suppression totale du parking, on devrait juridiquement les indemniser. Donc les indemniser jusqu'en 2065, l'équivalent de 100 places de parking pendant toutes ces années. Donc effectivement, pour l'instant, pour que le projet ne soit pas bloqué, on les déplace. Mais il y a une petite bataille à mener pour essayer qu'ils cèdent sur ce point. Mais juridiquement, ils sont chez eux. Oui, l'autre question était concernant Verdiport. On espère vraiment que ce projet n'aura jamais lieu parce que c'est non seulement pas la pollution, mais disons les avions, les hélicoptères électriques, d'accord, mais c'est aussi tout ce que ça va amener, c'est-à-dire les gens qui vont venir prendre ces hélicoptères, ils vont pas venir forcément en métro, hein. Donc ça va être taxi, ça va être voiture. Donc ça va amener encore un peu plus de bouchons dans cette partie. Voilà, donc c'est pas simplement le problème des petits hélicoptères, c'est aussi tout ce qu'il y a en avant. Et ma dernière question, c'était de savoir, je suppose, on sait que vous avez beaucoup bataillé pour récupérer tout ça. On suppose que vous n'êtes pas tellement aidé par le maire d'Issy-les-Moulineaux, puisqu'il il a appelé son héliport Valérie André du nom de sa tante. Donc on suppose que lui, il doit, mordicus, vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, je ne sais pas, dites-nous, hein. Merci. No comment. Bon, nous allons passer au deuxième point parce que le temps ne fait qu'avancer. Donc, alors, nous aurons deux intervenantes, donc Madame Farès et Madame Fouché, donc sur les offres de soins dans le quartier. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, Alors bon. Ah oui. Non mais je suis anxieuse. J'ai préparé le mien. Merci beaucoup. Non. C'était parce qu'il y avait deux diapos. J'avais peur qu'il y ait un mélange. Donc bonsoir à tous. Je ne sais pas si. Oui. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si tout le monde connaît la CPTS 15, qui est la communauté territoriale des professionnels de santé du 15e arrondissement. C'est une association qui est fondée par les professionnels de ville, la profession libérale, les centres de santé, les maisons de santé, les CMP et tous les hôpitaux du 15e arrondissement. Donc la CPTS a vu le jour dans le 15e arrondissement il y a 3 ans. Là, on est en train d'entamer la 4e année. Nous avons 400 adhérents qui sont que des adhérents des professionnels de santé. Alors j'étais au mauvais endroit, pardon. Et nous travaillons étroitement, nous sommes subventionnés par la CPM et l'ARS pour réaliser des projets de santé publique, mais nous travaillons étroitement avec la mairie du 15e arrondissement et le DAC, dont les représentants, je ne pense pas qu'ils sont ici, mais c'est le M12A DAC, qui a une mission médico-sociale sur le 15e arrondissement.
Les missions principales de la communauté territoriale des professionnels de santé, c'est accès aux soins, le parcours de soins, la prévention, accompagnement des professionnels de santé et gestion de la crise sanitaire. Par exemple, la crise sanitaire qui a été anticipée par rapport à des JO l'année dernière, elle a été bien préparée, non seulement par tous les acteurs, la police, la gendarmerie, mais aussi par les professionnels de santé de chaque arrondissement. Donc la CPTS est là pour promouvoir l'accès aux soins à l'échelle du 15e arrondissement, parce que vous savez que le 15e arrondissement est l'arrondissement le plus dense de Paris, mais malheureusement, en termes de... Ah oui, je veux bien, parce que moi j'avance sur le mien. Je suis sur le 3e. Je suis sur le 3e. Je suis désolée parce qu'on en est deux. Donc, le 15e arrondissement, le plus dense de Paris, malheureusement, connaît une démographie médicale qui la moyenne d'âge est environ 56 ans. Donc, nous avons de moins en moins de médecins généralistes et de plus en plus de médecins généralistes qui vont partir à la retraite. Donc, nous avons environ 200 médecins pour 132 000 habitants. Dans le 15e arrondissement. Donc notre mission principale, c'est à ce que chaque habitant du 15e arrondissement qui souhaite avoir un médecin traitant, qu'on puisse lui en trouver. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, et surtout pour les personnes à mobilité réduite. Nous travaillons aussi étroitement avec les hôpitaux pour désengorger des hôpitaux avec les sorties précoces, mais aussi à désengorger le SAMU de Paris et les urgences, en faisant les relais en ville pour les urgences non vitales. Nous développons ensemble avec la mairie de Paris et avec la sécurité sociale la prévention à l'échelle territoriale. Comme vous savez, il y a Mars Bleu, il y a l'Octobre Rose, prévention de cancer de sein, etc., etc. Donc nous travaillons sur toutes les préventions, mais aussi nous travaillons dans les préventions des foyers, parce que dans le 15e arrondissement, vous avez plusieurs foyers, dont même des foyers où il y a des jeunes mineurs à placer. Donc nous intervenons là-bas aussi. Nous intervenons aussi sur l'offre de santé mentale, parce que la santé mentale souffre beaucoup. Tout ce qui est la pédopsychiatrie et tout ce qui est la psychiatrie adulte, l'aval, il est très très chargé. Le CMP Eugène Millon a eu 2000 nouveaux patients en 2024. Ils y sont à 6000 patients à suivre par an. Le CMP Necker a 1 an d'attente pour prendre en charge un enfant. Donc, le plan de santé 2025, santé mentale, j'espère qu'on va arriver à bouger un petit peu des choses, même si la situation, quand même, va prendre du temps pour s'améliorer. On peut passer sur la suivante, merci. Et puis sur la suivante. Alors, quelques exemples de projets portés par la CPTS. Donc, c'est la recherche de médecins traitants. Nous réussissons à 100% à répondre à toutes les demandes qu'on nous adresse pour trouver le médecin traitant. Nous avons développé même un annuaire intelligent avec une cartographie qui nous permet à ce que quand l'hôpital ou la personne nous appelle, d'identifier tout de suite où elle habite et de trouver un médecin le plus proche. On appelle le médecin, on demande son accord, puis on rappelle la personne et on l'envoie. Et on a un petit peu ce qu'on appelle les jokers, c'est des médecins qui se déplacent à domicile. Ils sont très rares, mais on arrive à les trouver. Nous faisons aussi la sécurisation des retours d'hospitalisation, puisque le but, ce n'est pas que le patient sort de l'hôpital et retourne tout de suite après. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on fait sortir de plus en plus tôt des patients des hôpitaux. Nous avons un programme qui s'appelle Réseau B.
C'est des entretiens thérapeutiques pour les patients souffrant d'obésité, qui a été développé avec une association Ronde et avec Dr Tropeano, qui est endocrinologue à HOGP. Donc, toujours dans la prévention, nous travaillons beaucoup dans le sevrage tabagique. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le dépistage de cancer de col d'utérus, là, au mois d'avril, nous allons avec 10 laboratoires réaliser avec CRCD et la CEPAM le dépistage des femmes qui sont en rupture de soins depuis 3 ans. Donc nous allons organiser des plages de dépistage de col de l'utérus, les frottis. Donc les foyers, je vous en avais parlé. Nous participons beaucoup à des soirées, des installations, rencontres parisiennes d'installation, parce qu'il est primordial d'attirer des nouveaux professionnels de santé à s'installer dans le 15e arrondissement. Parce que la situation va être de plus en plus grave. Il faut à tout prix qu'on arrive à réinstaller les jeunes professionnels de santé. La crise sanitaire, je vous en ai parlé. Et puis juste pour finir, je fais très court. Nous travaillons beaucoup aussi autour de la personne âgée, parce que pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'éviter le passage aux urgences des personnes âgées. Donc nous avons nos propres réseaux. Et nous essayons, tant qu'on peut, à rediriger les personnes dans des services directement. Et d'ailleurs, tous les hôpitaux du 15e arrondissement nous ont donné tous les numéros de service par lesquels nous pouvons passer directement pour faire les demandes. Donc la CPTS, c'est un réseau. C'est un réseau de tous les professionnels de santé qui se coordonnent entre eux. Cette année aussi, nous allons refaire, même si la canicule n'a pas été déclenchée l'année dernière et l'année d'avant, chaque année on se prépare à une canicule qui, on peut se souvenir, en 2003 a fait tellement de décès. Donc nous sommes prêts chaque année, et même on distribue à des auxiliaires de vie, à des proches des personnes âgées, des livrets, même avec les dessins pour des personnes qui ne parlent pas très bien français, comment reconnaître la déshydratation, combien il faut boire de l'eau. Enfin, si vous voulez, c'est très simple, mais c'est assez facile de quantifier, et c'est très important en cas de chaleur avec les personnes âgées. Donc nous avons eu des rencontres avec la résidence des seniors Falix-Fort, qui fait partie de quartier Vaugirard. Et là, il y a une erreur qui s'est ajoutée, mais il y a l'hôpital Vaugirard, comme vous le savez. Je ne sais pas si le directeur il est venu, je ne pense pas, qui est bien dans votre quartier. Et nous sommes surtout attentifs à des accès au parcours des soins des personnes vulnérables. Alors, nous avons remis une petite carte. Donc, ça, j'ai passé. Donc, nous avons remis une petite carte qui peut vous rappeler à quelque chose, parce qu'on a un petit peu repris la carte de... Donc, dans votre quartier, alors les couleurs sont peut-être mal choisies parce qu'on ne voit pas très bien. On a un peu essayé de placer les médecins en jaune et les infirmières en jaune fluo, enfin en orange et jaune. Donc, vous avez environ 12 médecins dans le quartier Vaugirard. Il y a environ 13 infirmières dans le quartier Vaugirard, tout en sachant que les infirmières se déplacent. Les infirmières, ce n'est pas parce que leur cabinet est là, elles couvrent une zone quand même assez importante. Nous n'avons pas voulu vous mettre, vous avez l'hôpital Vaugirard, nous n'avons pas voulu vous mettre les pharmacies parce que sinon ça ne se finissait pas et ça n'aurait été pas lisible. Mais par contre, je tiens à préciser que bon, il y a un découpage de quartier Vaugirard qui est fait de telle sorte qu'il y a une partie de rue Le Courbe qui est là, mais de l'autre côté de la rue de Convention, en fait, à quelques mètres après la station d'essence, vous avez une maison de santé pluridisciplinaire avec 6 médecins, et vous avez la Fondation Saint-Jean-de-Dieu qui est là pour les enfants. C'est récent. Depuis 2019. Donc ça fait... C'est la 6e année. On vous
C'est justement, en fait, c'est la première fois que la CPTS vient, et c'est le but. Mais la MSP, donc, juste qui est de l'autre côté de la rue de Convention, et là depuis 2019. Et c'est la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Saint-Jean-de-Dieu. Et c'est eux qui ont laissé à disposition des locaux à ce que 6 médecins et une infirmière s'installent. Voilà. Et aussi, à ne pas oublier, pour ceux qui peuvent se déplacer, pareil, ce n'est pas dans la zone de parc d'exposition, mais vous avez ici une maison de santé, et d'ailleurs c'est la seule de l'autre côté du boulevard des Perrichots, boulevard Lefebvre, c'est la maison de santé à Calmette. Elle est juste à côté du square Calmette, pour ceux qui peuvent se déplacer. Voilà. Et la dernière chose, sur la dernière diapo, je vous invite vivement, vu que c'est la première fois qu'on se voit, n'hésitez pas, ceux qui utilisent les adresses mail, si vous avez besoin d'un médecin traitant, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous sommes assez doués pour en trouver. Et si la personne n'a pas d'adresse mail, donc je vous propose le numéro de téléphone au bout duquel il y aura toujours une personne qui va répondre et qui va chercher le médecin et vous rappeler pour vous orienter. Voilà, merci de votre attention. Il y a aussi un dispensaire rue d'Ombal. Oui, ça c'est des sœurs, c'est des sœurs. Oui, oui, c'est des sœurs. Elles sont ouvertes tous les jours. Oui, 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 oui. Moi, ça fait 60 ans que j'habite le quartier et j'ai jamais su qu'il y avait une association. Non, les sœurs, on connaît bien. Oui, parce que c'est le même. Elle est récente. Hein. Oui. C'est très récent. Merci pour cette présentation. C'est consécutif à une loi qui a été votée. Attendez, je vais juste... Attends, elle va faire sa présentation. Voilà, Tout le monde parle en même temps, c'est compliqué. Oui, je vais juste faire la deuxième présentation et ensuite vous allez pouvoir poser toutes vos questions puisque c'est un peu le même sujet. On revient sur les offres de soins. On a eu une présentation très complète de la communauté professionnelle territoriale de santé et je viens juste vous donner quelques exemples puisqu'en conseil de quartier, il a été évoqué... Merci beaucoup. Il a été évoqué en conseil de quartier la demande d'avoir en fait des exemples concrets et justement savoir où est-ce que vous pouvez aller chercher vos médecins, quels sont les endroits, les points clés où vous pourriez vous présenter. Donc je vais essayer de vous présenter ça de façon assez succincte. Parce qu'on a la chance, tout de même, effectivement, vous l'avez rappelé, pas assez, malheureusement, mais on a la chance d'avoir des médecins dans notre arrondissement, on a la chance d'avoir des médecins dans notre quartier. Et d'ailleurs, s'il y en a dans la salle ou s'il y en a qui nous regardent en visio, eh bien, je voudrais d'abord leur adresser tous mes remerciements parce qu'ils font un travail exceptionnel. On a souvent parlé d'eux pendant le Covid, mais on en parle peut-être moins en ce moment. Et vraiment, je voudrais sincèrement leur dire à quel point ils font vraiment un travail exceptionnel et je pense qu'on peut avoir une pensée pour eux ce soir. Alors avant de vous expliquer et de vous proposer des solutions concrètes et des points clés, d'abord un petit constat, ça a été très bien dit tout à l'heure, malheureusement on a une baisse de la démographie médicale. En fait c'est moi qui vous empêche de bien voir. On a une baisse de la démographie médicale, c'est certain. On a donc 700 départs en retraite de médecins généralistes en 2023. On a également 40% des médecins qui ont plus de 65 ans, donc un départ à la retraite prochain également. Et donc, tout ça, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper et la mairie du 15e, elle s'est mobilisée bien avant aujourd'hui, évidemment. Moi, je n'étais pas encore élue, mais dès 2015, beaucoup d'élus, dont évidemment le maire Philippe Goujon, s'est mobilisé et les élus se sont mobilisés pour répondre à cette crise de l'accès aux soins. Alors évidemment, pendant la crise Covid, on a été très mobilisés, mais au-delà de ça, on a eu cette volonté de trouver des solutions pour garder en fait des médecins dans le 15e. Alors comment ? Eh bien avec le dispositif ParisMed, initié par la ville de Paris. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la mobilisation de la mairie du 15e, on a l'ouverture de 6 maisons de santé pluridisciplinaires depuis 2016, financées notamment
par le budget participatif. Vous le connaissez bien, le budget participatif. On vous dit encore et encore qu'il existe et qu'il faut le prendre en main et y participer parce que ça vous permet à vous de choisir les projets qui peuvent être financés. On a également, en plus de ces 6 maisons de santé pluridisciplinaires ouvertes depuis 2016, 2 centres de soins non programmés depuis 2023. Donc on en a un à Necker et un 12 rue Tiphaine. Alors là, je vous ai expliqué les grands points de mon intervention. Je vais essayer d'aller un peu plus dans le détail. Donc qu'est-ce que le dispositif Paris-Med ? Le dispositif Paris-Med, c'est cette volonté de simplifier et d'élargir l'accès au dispositif. L'objectif, c'est quoi ? C'est évidemment qu'il y ait un plus gros maillage des soins. L'idée, c'est faciliter l'installation des médecins généralistes, puisque c'est bien ça, hein, l'objectif, c'est d'avoir le plus possible de médecins généralistes conventionnés en secteur 1 pour qu'il n'y ait pas de dépassement d'honoraires, et puis que vous ayez énormément de médecins face à vous. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est évidemment qu'il y ait des modes d'exercice collectifs pour que vous puissiez aller à un endroit et avoir des médecins de différentes spécialités. Et enfin, évidemment, lutter contre les inégalités territoriales. Alors les moyens d'action, vous le savez bien, le nerf de la guerre, c'est les subventions. Et ça, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, le budget participatif a une part dans ce genre de projet. On a également la mise en relation de professionnels. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent exercer collectivement, enfin ensemble, et que vous puissiez aller à un endroit et avoir plusieurs professionnels. Et puis, évidemment, l'aide dans la recherche des locaux parmi les bailleurs de la ville, mais aussi les bailleurs privés. Vraiment, si vous avez des médecins qui veulent s'installer dans le 15e, n'hésitez pas, nous on est hyper preneurs. Donc vraiment, si ils ont besoin d'aide, on est là aussi pour les aider dans leur recherche de locaux. Alors voilà, vous m'aviez demandé quelques exemples. Donc là, c'est l'implantation des structures de soins dans le 15e depuis 2016. C'est évidemment pas toutes les structures de soins, mais c'est quelques exemples pour vous montrer les structures de soins. Alors vous voyez, dans votre quartier, vous avez le cabinet de groupe rue Eugène Gibez, mais comme on vous l'a évoqué tout à l'heure, on vous parlait du Square Calmette ici, vous l'avez aussi. Vous avez également pas rue très André loin... Teurier, Comment ? Rue André Teurier. Oui. Rue André Teurier, tout à fait. Il y a également rue Victor Duruy, vous voyez, qui est pas très loin non plus de votre quartier. Et vous en avez beaucoup d'autres. On parlait tout à l'heure de la MSP rue Le Courbe. Elle est présente aussi sur cette carte. Alors, je vous parlais justement des maisons de santé pluridisciplinaires. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est des structures qui sont toujours conventionnées en secteur 1. L'idée, c'est de pas de dépassement d'honoraires. Et ensuite, elles sont composées, je vous le disais tout à l'heure, le plus important, c'est d'avoir un médecin généraliste qui, lui, va pouvoir ensuite, si besoin, vous diriger vers d'autres médecins. Donc, sur ces maisons de santé pluridisciplinaires, il y a toujours un médecin généraliste, d'autres spécialités à côté, mais toujours un médecin généraliste pour pouvoir poser le premier diagnostic. Ensuite, je vous parlais des centres de soins non programmés. Qu'est-ce que c'est que ces centres de soins non programmés ? Dans le 15e, on en a ouvert 2 en 2023, donc un à Necker et puis un rue Tiphaine. L'objectif, c'est que vous ayez des endroits quand vos médecins traitants ne sont pas disponibles parce que ils ne font pas jusqu'à minuit, et heureusement, vous avez la possibilité d'aller dans ces centres de soins. Alors pour le rue Tiphaine, par exemple, c'est de 20h à minuit, mais aussi les jours fériés et les week-ends. Donc dès qu'il y a des urgences, c'est tout ce qui est urgence non vitale, vous pouvez vous rendre dans ces 2 centres de soins dans le 15e pour vous trouver une solution aux difficultés médicales. Alors, quelle modalité ? Ce que je vous le disais, pas de dépassement d'honoraires, et puis des médecins généralistes avec ou sans rendez-vous. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est évidemment qu'ils n'ont pas vocation à devenir des médecins traitants, bien sûr. Les médecins traitants, vous avez trouvé la solution. Il faut envoyer un mail ou appeler le numéro de téléphone qu'on vous a indiqué tout à l'heure. Mais si jamais vous avez une urgence non vitale, l'urgence vitale, c'est évidemment l'hôpital en premier. Mais une urgence non vitale, vous pouvez aller dans ces 2 centres de soins. Juste, il y a la clinique qui a fait ça, mais c'est Alré-Labrousse a ouvert depuis 1 an les soins non programmés qui sont juste à côté de la clinique. Donc, ils sont ouverts tous les jours du 9h jusqu'à 19h. Et le samedi, pareil. Et l'avantage, c'est que quand vous venez sans rendez-vous,
Et si vous avez une entorse, peu importe, vu qu'il y a une partie de la clinique Blumet, surtout l'ortho qui est partie là-bas, en fait, sur place, ils peuvent faire des radios, des IRM et programmer les interventions tout de suite dans la clinique. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important et qui tourne beaucoup. Ben vous avec toutes les spécialités comprises, parce qu'il y a un accès à la clinique direct. Vous voyez, c'est une transition parfaite pour ma dernière slide, puisque je voulais vous indiquer que les éléments que je venais de vous donner, que ce soit les MSP ou les centres de soins non programmés, ce ne sont pas évidemment les seuls. On a un certain nombre d'offres de soins dans le 15e. Je vous ai fait une carte. Alors malheureusement, vous ne voyez pas forcément hyper bien de là où vous êtes, mais vous avez donc les hôpitaux et les cliniques, les centres de santé, les endroits pour la santé mentale, les protections maternelles et infantiles, les seniors, les centres médico-sociaux ou encore les centres de soins non programmés. Donc vous voyez, on a une offre dans le 15e. On a essayé vraiment de développer cette offre pour que vous ayez des médecins de proximité, des endroits tout de suite où aller. Mais évidemment, vous vous en doutez, on ne vous souhaite pas d'en avoir besoin. Et où on a ces adresses-là? Voilà. Où on a ces adresses? Ces adresses, ici. Oui, et après? Et après, sur Internet. La question, c'est comment, sur quel site ou sur quel endroit on trouve ces... Il y a des pages jaunes, il y a l'annuaire Amélie. Alors, s'il y a besoin, moi, je peux vous laisser prendre une photo de la slide. Comme ça, vous aurez toutes les infos en direct tout de suite ce soir. Comme ça, vous aurez directement l'information. Oui, non, je crois que vous n'avez pas bien compris. C'est comment on fait pour avoir cette information. Quand on cherche, on dit, voilà, je veux un médecin. Est-ce qu'il y a un site sur la mairie ou des choses de ce type-là? De toute façon, si vous cherchez un médecin, vous allez sur Internet et puis vous cherchez médecin 15e. Mais si vous voulez cette information-là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cette réunion, vous preniez en photo la slide. Comme ça, vous aurez tous l'information ce soir en repartant chez vous. Mais on peut le mettre sur le site de Mais on peut aussi... on va le mettre sur le site de la mairie. Voilà. J'imagine, on me dit dans l'oreillette que ça est déjà sur le site de la mairie. C'est déjà sur le site de la mairie. Alors, je voudrais intervenir en vous remerciant, parce que je suis vraiment content d'être venu ce soir, parce que là, j'ai appris des choses. Et vous avez dit des choses très intéressantes tout à l'heure, en plus. Oui, en plus. Je suis président une des plus grosses résidences de la région, c'est Gessina Blomet-Vaugirard, donc 330. Nous nous organisons avec toutes les entités Gessina parce que nous sommes très mécontents. Comme moi. Je les ai reçus encore il y a 15 jours, des responsables de Gessina. Mais enfin bon, je viens d'être nommé président justement pour cogner. Donc, très bien, on va cogner ensemble. Voilà. Par contre, vous savez que toutes les associations ont des boucles WhatsApp qui cherchent. Ah oui. Et je me disais, parce que je suis en train de fédérer, parce que je suis le président de Centrale Santé, et des Sex Santé, on s'est déjà rencontrés. Donc, et on fait des événements justement sur la santé locale. Donc je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ça. On va en parler tout à l'heure parce que je peux vous aider à faire connaître tout ça. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, je m'intéresse maintenant au local parce que pour des raisons X, on m'a demandé de prendre cette présidence et je ne pensais pas et je l'ai accepté. Nous avons beaucoup de boucles, beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne savent pas comment faire. Et là, en fait, vous avez des réponses, mais on ne sait pas où c'est. Il faut venir plus souvent aux réunions de conseil de quartier. C'est ma première, parce que je vais vous dire, j'ai été élu il y a 15 jours. Voilà. Moi, Champagne. Donc j'ai fait ça. Et je vous conseille de prendre, il y avait des fascicules à l'entrée de M2A-DAC, et c'est vraiment un dispositif d'appui, de coordination qui pourra être très très utile pour vous. Oui, non mais je pense qu'on peut aussi s'organiser autrement, c'est que nous reconcentrons, vous savez, des différentes entités et on peut peut-être se démultiplier. Et c'est pour ça que la question qui était posée, c'est bien la photo, mais si vous avez par exemple un compte WhatsApp ou un compte LinkedIn ou un compte Twitter, nous on va se connecter parce qu'on va s'organiser justement en réseau pour pouvoir agir. Et ce que je viens d'écouter là est incroyable. Génial, on va pouvoir se connecter alors. Ah oui, sincèrement, c'est vraiment brillant. Donc je pense qu'on peut s'aider mutuellement. Voilà, merci. Oui, il y a une question là. Oui, moi j'avais une question parce qu'il me semblait qu'il y avait eu une année, par rapport au budget participatif, une maison de santé qui était prévue aux frères voisins. Oui. Et donc on n'entend pas parler, là vous parlez du Péréchaud, effectivement.
Oui, parce qu'on ne parle pas de tout en même temps, mais... Non, mais comme on est vraiment sur ce quartier... Non, parce qu'elle n'est pas encore ouverte. Donc là, tout ce qui a été indiqué, c'est ce qui est ouvert. En réalité, dans l'opération d'aménagement du site Aqua Boulevard, tel que M. Montmori l'a présenté tout à l'heure, de l'autre côté du périphérique, hein, l'aménagement de ce quartier que j'ai évoqué, à savoir la rue piétonne, les 2 quartiers, les 450 logements, etc., il est prévu une maison de santé qui sera donc entre la place de la Porte de Sèvres et puis les Frères Voisins, quoi, à mi-chemin à peu près, quoi. Dans le plan de l'aménagement du secteur, c'est prévu. Maintenant, il faudra trouver des médecins pour y aller aussi. Hein. C'est pas le plus difficile de trouver des locaux. Oui, alors bonsoir. Merci pour vos présentations. Alors moi, j'avais une question par rapport à Necker. Vous dites que c'est un centre de soins non programmés, mais pour les enfants, non? Non. Pour enfants et adultes. Les deux, oui. D'accord, parce qu'il me semblait Surtout que les adultes. urgences, c'était uniquement pour les enfants. Oui, Non, mais ça, alors c'est... Enfin bon, allez-y. Je me bataille avec Monsieur le maire, qui va parler en premier, parce qu'on connaît très bien le sujet tous les deux. En fait, Necker a installé, parce qu'il avait besoin de renforts lorsqu'il y a eu une crise, enfin il y a souvent des crises de bronchiolite où ils sont obligés de transférer les enfants ailleurs. Et donc il y a Urgence Med, c'est Urgence Med qui s'est implanté à Necker, et qui fait des soins non programmés. Donc, ce n'est pas l'hôpital Necker, c'est un prestataire qui s'appelle Urgence Med. Et en fait, ils font des soins non programmés pour les adultes comme pour les enfants. Donc, c'est indépendant. Ils sont au sein de Necker et c'est fait pour les enfants et les adultes. Excusez-moi, monsieur. Et nous avons subventionné l'installation, quoi. Donc, c'est au sein de l'hôpital. Oui. Merci. Je voudrais rappeler que Hippocrate disait que ton alimentation soit ton principal médicament. On dit ça aussi en Ayurveda. Et ma grande tristesse en ce moment, c'est de voir Bouillon de Culture, qui était mon magasin magnifique, qui a été tout d'un coup fermé, je ne sais pas pourquoi. Et c'était un magasin magnifique qui est tenu par Françoise, qui a 2 enfants, qui se retrouvent à la rue, ainsi que les gens qui sont là-dedans, qui nous servent. Vraiment, c'était un magnifique magasin et je voudrais qu'il rouvre, vraiment. C'est très important. C'est la première chose. À quand on commence maintenant à distribuer aux femmes enceintes des paniers bio, parce qu'on sait que tous les pesticides sont extrêmement dangereux pour la santé. Donc il faudrait vraiment qu'on évolue aussi dans le 15e là-dedans. Voilà, ma colère et ma tristesse. On a un sujet quand même avec le bio, parce que malheureusement, on a un certain nombre d'établissements qui commercent avec le bio qui ferment partout dans Paris. Les clients sont moins nombreux. Il y a eu un engouement tout à fait justifié, légitime, et puis maintenant ça baisse. Par exemple, rue Ballard, il y a une surface commerciale, enfin un magasin bio qui a fermé. C'est resté fermé 1 an. Je n'ai pas voulu que ce soit une grande enseigne commerciale qui reprenne, parce que évidemment toutes les enseignes commerciales que je ne vais pas citer voulaient reprendre. Et donc j'ai dit non. Avec Paris Habitat d'ailleurs, parce que je crois que c'est dans un immeuble Paris Habitat où il arrivait pas, enfin bailleur social de la ville. Donc on a attendu 1 an et demi, et là on a réussi, mais ça nous a pris 1 an ou 2, à attirer un magasin bio qui va ouvrir à cette adresse rue Ballard. Voilà. Donc, mais c'est des combats très compliqués en ce moment parce qu'il y a une chute du bio. Hein. Donc, du coup, voilà, les magasins ferment, c'est une catastrophe, oui, je suis bien d'accord. Mais alors, vous voyez, de temps en temps, on obtient des petites victoires avec beaucoup d'acharnement quand même. Hein. J'espère que ça va tenir d'ailleurs, je ne suis pas sûr. On va les aider à rouvrir, mais Mais il y avait pourtant beaucoup de monde dans ce magasin. Oui, rue de la Croix-Niver. Hein ? Je sais que c'est pas le sujet, mais notre quartier, rue Croix-Niver, on voit des magasins, on se retrouve, ça commence un peu à être une colère, mais on commence à se retrouver avec des trucs pour les ongles, etc. Là, c'était un magasin qui était familial, qui marchait bien, et elle était dans un bailleur social, quoi. Donc à mon avis, il y a un problème de loyer. RIVP, je crois. RIVP, ouais.
Voilà. Donc c'était vraiment un magasin de quartier, quelqu'un qui, voilà, ça faisait deux ans qu'elle était. Je sais, mais j'ai un autre exemple aussi de la convention pour une boulangerie qui est chez bailleur social. En général, comment ça se passe? C'est les locaux commerciaux qui sont chez les bailleurs sociaux. Donc déjà, ils ont des loyers réduits par rapport au privé. Bon, des baux qui sont réduits. Et lorsqu'il y a des difficultés financières, on est très en contact avec évidemment les bailleurs sociaux là-dessus. Parce que quand on a la chance d'avoir des alimentaires, évidemment, on essaie de les garder. Donc en général, il y a des arrangements qui sont passés avec les bailleurs sociaux pour un certain temps. Mais bien sûr, les bailleurs sociaux ont aussi des exigences. Donc l'un dans l'autre, ça colle ou ça colle pas. Mais je sais que les bailleurs sociaux font des efforts pendant 6 mois, 1 an, en réduisant des loyers, en étalant les paiements, enfin, etc. Mais c'est vrai que là, souvent, ces commerçants sont amenés à signer une convention donc avec le bailleur social ou s'engageant à rétablir ou accepter des augmentations quand même à certains moments. Et s'ils ne peuvent pas, ben voilà, mais on nous les signale souvent. D'ailleurs, eux-mêmes se signalent à la mairie du 15e, donc on essaie de voir avec les bailleurs sociaux. Là, on est sur 1 ou 2 affaires comme ça. C'est pas facile parce qu'il y a vraiment une chute commerciale considérable qui leur permet plus de payer et les bailleurs sociaux ne peuvent pas être non plus totalement déficitaires, quoi. Mais oui, vous avez raison sur ce commerce. C'est très difficile pour les alimentaires, sauf les supérettes qui se développent partout. Je ne pratique pas, mais je vais peut-être essayer du coup s'il y a une offre abondante. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je veux poser une question par rapport au centre de santé. Le laboratoire, par exemple, de la rue de la Croix-Niver, avant, venait faire les prises de sang des gens qui étaient alités. Oui. Et maintenant, ils ne viennent plus à domicile. Et pourquoi? Pourquoi les laboratoires n'ont plus d'infirmiers qui viennent à domicile? Alors moi je pense que, excusez-moi, mais on ne peut pas parler en pluriel les laboratoires, parce que vous avez les laboratoires qui ont tous des techniciens qui se déplacent. Alors voilà, alors là où vous êtes, si vous avez l'habitude par exemple d'aller dans ce laboratoire, il faut changer le laboratoire, il faut appeler un autre, parce que a priori tous les laboratoires ont des techniciens, pas forcément des infirmières, mais des techniciens qui se déplacent à domicile et qui font les prélèvements. Et il y a aussi des infirmiers libéraux qui font les prélèvements. Donc, si vous voulez, si vous avez l'habitude d'aller dans ce laboratoire qui refuse de faire des prélèvements, changez de laboratoire. Parce que tous les laboratoires, normalement, font des prélèvements à domicile. Bon, donc on va passer à un 3e point qui s'intitule questions divers. Donc c'est pour permettre en fait aux habitants de s'exprimer sur des sujets qui sont importants pour vous. Donc est-ce que vous souhaitez poser des questions par rapport à des choses qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour? Vous avez la parole. Oui, monsieur. Oui, je voudrais évoquer un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est qui concerne notre cadre de vie quotidien. C'est un sujet que monsieur le maire connaît, que j'évoque. Je pense que peut-être je ne veux pas l'irriter parce que je reviens sur le même sujet. C'est l'état de la rue de Vaugirard, dans sa partie basse, qu'on dit le bas Vaugirard. Et c'est l'état des murs qui bordent 2 institutions qui sont le STAPS. Le STAPS, c'est l'université pour le sport, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Or, deuxièmement, la faculté d'Assas, on nous impose depuis des décennies des murs qui sont d'une saleté un peu anormale. On y passe quotidiennement. Alors, moi, j'aurais souhaité qu'on ne laisse pas ça uniquement entre du bon vouloir de ces institutions, mais qu'on puisse faire une démarche diplomatique pour leur dire, mais écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas, à un moment donné ou un autre, dégager des ressources
pour offrir aux habitants de ce quartier une amélioration de leur cadre de vie. Et d'ailleurs, j'ai ramené une lettre de 2001 que M. Gali-Dejean, le maire précédent, a bien voulu m'envoyer pour me dire qu'il était sur ce sujet, mais que jusque-là, il n'avait plus rien à obtenir. Voilà. Donc, j'aurais pu penser qu'au sein de ce conseil de quartier, auquel je viens régulièrement, j'ai été précédemment un membre du conseil de quartier pendant deux législatures, eh bien, le quartier me tient beaucoup à cœur. Hein. Je peux me prévaloir d'avoir fait modifier le bas Vaugirard, c'est-à-dire on a élargi les trottoirs, on a réaménagé la placette qui est là. Je pense qu'on devrait essayer de faire quelque chose pour cet inconvénient. Voilà. Ben, c'est très simple, j'ai entrepris évidemment les mêmes démarches que mon prédécesseur, auprès du STAPS et autres, et avec une réponse négative. Comme ils sont propriétaires des murs, si je peux dire, et du mur, ils me répondent qu'ils n'ont pas les moyens budgétaires à engager là-dessus. Point barre. Et donc on est là-dessus avec la ville. D'ailleurs, on essaye de les amener à d'autres solutions, mais ils n'ont pas les moyens, donc ils ne le font pas. Il y a beaucoup de choses qui, dans ce pays, pourraient être examinées assez tôt, mais c'est un peu tardif, c'est un peu tard ce soir, quoi. Ah ben, faut continuer. Oui. J'ai peur de disparaître de cette si belle terre sans avoir vu ce projet mené à terme. Voilà. J'espère que non. Vous avez encore beaucoup à apporter au bas Vaugirard. Je vais simplement Mais faire vous une... avez raison de poser la question. On va remettre ça, il faudrait le remettre encore. Je voulais simplement faire une remarque. J'assiste à beaucoup de conseils de quartier et c'est la première fois qu'on parle de questions diverses et je trouve que ça devrait être obligatoire dans tous les conseils de quartier parce qu'à chaque fois on vous dit c'est pas le bon conseil, c'est pas à l'ordre du jour et je trouve que questions diverses ça permet à tout le monde de s'exprimer et c'est véritablement un vrai moment de démocratie locale. Donc je voulais vous remercier de l'avoir mis à l'ordre du jour cette fois-ci. Merci la présidente. Et que ça devrait tous les conseils de quartier on devrait en faire de même. Merci. Ouais, je tiens juste à... Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, je tiens à préciser que c'est Amidou, donc c'est le responsable d'une association qui avait proposé cette partie-là de questions diverses. Donc, bon, merci à lui, puisque je ne vais pas m'attribuer... voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, une question très courte. Pourquoi n'avons-nous pas à la porte de Versailles des poubelles de déchets ménagers ? On est obligé de monter... bon, pour moi, ça ne me dérange pas parce que ça me fait faire un peu d'exercice. Mais il y a des personnes dans ma résidence qui sont moins mobiles que moi et qui s'en plaignent fortement. Des corbeilles de... Non, les poubelles de déchets ménagers. Déchets, pour la méthanisation. Oui. Bon, alors là-dessus, on a des débats. On avait un débat au conseil de quartier. Je ne sais pas, il y en a 10. C'était quand Non. Hier soir, voilà, on avait un conseil de quartier hier soir et ça faisait partie, c'était un des points de l'ordre du jour, d'ailleurs, la propreté des déchets ménagers. Donc on a eu ce débat. Hein ? Non. Non, hier c'était Emerio Zola. Bon, peu importe. Qu'est-ce qui se passe ? La ville de Paris... Alors d'abord, il y a une loi qui impose la collecte des déchets ménagers différenciée de la collecte générale. Mais ça fait partie des lois qui sont plus ou moins appliquées, quoi. Vous voyez, il ne suffit pas de voter une loi pour que ce soit appliqué. Et donc la ville de Paris avait, et je la soutenais en ce sens, fait une expérimentation dans 3 arrondissements parisiens pour faire une collecte des déchets ménagers à domicile, comme vous avez la collecte, le tri, les déchets généraux, etc. Et ça, moi, je soutenais beaucoup ce projet. C'est une très bonne chose parce que c'est le seul moyen, à vrai dire, que les gens commencent à trier. Il y a le verre, il y a les différentes sortes de déchets. Malheureusement, il semblerait que cette expérience n'ait pas été concluante. Alors, je n'ai pas les résultats exacts et précis,
Mais je le regrette et je pense que la ville aurait dû insister parce que donc, qu'est-ce qui a été décidé? C'est de mettre en place en ville soit des trilibes, vous voyez, c'est ces gros trucs-là qui sont à plusieurs containers, soit des bornes. Nous, et donc, il y a eu une discussion avec la ville de Paris pour l'installation. Moi, je prends mes responsabilités, mon adjoint n'est pas là parce que, effectivement, des questions diverses, c'est bien, mais quand il n'y a pas les spécialistes, c'est plus difficile. Par exemple, pour ce qui concerne les trilibes, on nous propose des trilibes. Les trilibes sont des choses qui sont très encombrantes, qui défigurent le paysage urbain et qui doivent être très bien placées parce qu'après, on a beaucoup de plaintes et des gens devant lesquels on place ces choses-là. Ça peut être un magasin, une entrée d'immeuble, etc. Donc ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait proposé, c'était que si on implantait ces trilibes, il faut les implanter de toute façon, on ait les avis des habitants d'abord, où c'est fait, et puis des conseils de quartier également d'ailleurs. Donc que ce soit inscrit dans les conseils de quartier en fonction de l'ordre du jour décidé par les présidents. Et vous avez vu le sujet dans les... Oui, en fait, ça ne s'est pas fait en séance plénière, mais en conseil préparatoire. Donc, à partir du moment où les propositions d'implantation par les services de propreté ont été validées, donc ça a été ensuite... c'est dans les tuyaux, quoi, si je peux dire. Et de surcroît, on a plutôt poussé les feux sur les bornes, justement, que vous évoquez, qui sont, enfin, à mon sens, moins invasive, plus élégante, plus pratique, plus petite, etc. Donc ça, c'est un plan qui a été décidé, ça a été validé par la mairie du 15e, par la mairie de Paris, depuis plusieurs semaines, voire mois, je ne sais plus, enfin plusieurs semaines en tout cas, un mois ou deux. Et là, maintenant, c'est au service de les implanter. Alors, je n'ai pas la carte, évidemment, d'implantation de ces dizaines de bornes et de trilibes, mais c'est en cours. Donc vous allez voir des travaux sans doute très prochainement. Ça a dû commencer peut-être d'ailleurs. Bon, ça a déjà commencé. Mais quand on les implante, il y a toutes. Il ne s'agit pas de les poser comme ça, quoi. Il y a des travaux de voirie, etc. C'est un peu compliqué. Mais c'est en cours. Il faut des fondations, etc. Mais ça a commencé. Et il y a un plan. Par exemple, si vous voulez, en bordure du parc des expositions où il y avait une station-service et où on a fait un petit espace vert, on a mis... Un grand espace vert, près d'un hectare. Oui, mais d'accord. Excusez-moi. Un grand. Merci. Par rapport au parc Langlais, oui, c'est vrai. Ça reste modeste. Mais c'est mieux qu'une station-service. On est d'accord. Hein. C'est le parc Elisabeth Boselli, ça s'appelle. Oui, d'accord. Et on a effectivement mis des bacs pour le plastique, le verre et autres, mais on n'a pas mis pour les déchets. Mais non, mais parce qu'il faut le rajouter. Mais oui, alors, alors j'ai pas les plans en tête, mais. Non, mais si je peux dire un mot, ce à quoi vous faites allusion, je pense que c'est les bornes spécifiques qui sont dans les parcs. Ils sont encadrés de bois. Oui, d'accord, c'est pas la même chose. C'est encadré de bois dans les parcs. Et ça, c'est des bornes spécifiques qui sont dans les parcs. C'est pas la même chose que les trilibes. Donc après, effectivement, pourquoi des trilibes? Parce que les trilibes, ils répondent pas seulement à votre question, qui est une question extrêmement importante. Et en confidence, c'est une de mes marottes. Depuis que ça existe, je trimballe mon petit sac un peu partout, y compris loin, y compris en vélo. Etc. Bon, on n'est pas du même parti, mais on fait la même chose. On n'est pas du même parti, mais on fait la même chose. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais pour ça, voilà, on est du parti de l'intérêt général. L'intelligence écologique sur la question, parce qu'effectivement, brûler une feuille de salade, c'est idiot sinon. Bon, mais alors ça revient à ça si on emmène ça dans les déchets tout venant et au SICTOM. Maintenant, effectivement, la loi a précédé finalement l'installation par toutes les municipalités de France de ça, et on a du mal à rattraper le retard qui est en train d'être rattrapé. Donc il y a eu effectivement, alors après, et la ville et la mairie du 15e discutent, sont pas toujours d'accord, etc., sur l'implantation. Et effectivement, c'est pour ça que j'avais déposé un vœu au conseil d'arrondissement pour que puissent être proposées et co-construit les choses avec les conseils de quartier, parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'un trilib, c'est nécessaire, parce que ça ne fait pas que les déchets ménagers, mais ça fait aussi, effectivement, les poubelles jaunes pour les petits immeubles. Il y en a beaucoup dans le 15e qui n'ont pas
de locaux poubelles suffisamment grands pour pouvoir faire tout le tri. Or, on sait qu'aujourd'hui, il suffit d'aller visiter le Sictom qui est pas loin, qui est le centre de déchets, des déchets, et on voit très bien que la poubelle jaune aujourd'hui, c'est une grande partie, c'est tous les... Il y avait un conseil de quartier avant-hier à Cambronne-le-Courbe sur la question, c'est une grande partie. Mais or, dans le 15e, il y a encore beaucoup d'immeubles qui n'ont pas de locaux suffisants pour avoir une poubelle jaune, une poubelle à verre, etc. Donc les Trilib, ils font l'ensemble, et y compris une borne supplémentaire pour les déchets ménagers. Mais les Trilib, c'est pas beau. Les gens n'ont pas envie, personne n'a envie d'avoir ça en bas de chez soi. Néanmoins, il faut que ça existe dans un quartier, dans des périmètres, voilà. Donc il faut que ça se choisisse ensemble. Et là, c'est près du parc où et en l'occurrence, oui, mais alors après, il y a d'autres sûrement. Les services, là, répondraient plus techniquement que nous, parce qu'il y a évidemment à toute décision. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la question au délibératif, mais éclairé, quand les services peuvent nous dire les tenants, les aboutissants, pourquoi on met si là, etc., et qu'ensuite on choisit ensemble. Et il y aura ensuite un deuxième... Donc il y a des Trilib qui vont être installés au maximum, et au maximum, j'espère, en concertation avec les habitants, et rapidement, parce que pour en avoir discuté avec l'adjoint à la propreté de la ville de Paris, il souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible, donc c'est vraiment en train d'être déployé. Et puis après, parce que ça, ce sera plutôt tous les 300 mètres que tous les 100 mètres. Je crois que la loi, c'est tous les 100 mètres. C'est assez délirant, parce que ce serait nécessaire et pratique, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre d'un coup. Et donc, il y aura en plus des petites bornes comme il y a sur les marchés qui seront mises en place. Voilà, mais c'est en train d'être fait. Et si j'ai un peu compris quand même le désaccord, c'est qu'effectivement, la mairie du 15e préférait qu'il y ait des petits bacs le plus possible, plus que des Trilib. Mais les Trilib sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que les Trilib, effectivement, les habitants ne sont pas très pour spontanément que ce soit en bas de chez eux. Néanmoins, c'est absolument nécessaire d'avoir des Trilib pour les raisons que j'ai évoquées au début. Donc, il faut pouvoir trouver des emplacements pour les Trilib qui soient pas le moins gênants possible. Donc, pas forcément devant une habitation, mais ça peut être devant une institution, une entreprise, etc. Parce que c'est pratique et nécessaire dans les quartiers. Voilà. Et donc, voilà, c'est en train d'être fait. Je sais que l'adjoint à la propreté aimerait que ça se fasse le plus vite possible et que ce soit le plus possible en co-construction. Pour terminer sur juste une réponse concrète opérationnelle, là j'ai eu des propositions qui m'ont été faites il y a quelques jours par les directions de la propreté sur des emplacements de Trilib. Il y en a 3 sur 4 qui ne me conviennent pas parce qu'ils sont très mal placés. Donc il faut qu'on trouve les emplacements adéquats qui ne gênent pas les gens et qui... permettent quand même qu'il y ait un maillage suffisant. Enfin, c'est assez complexe. Mais bon, on travaille dessus. Oui, excusez-moi, parce que ce point avait été déjà traité en conseil de quartier, enfin, traité extrêmement partiellement. Et il y a 2-3 conseils de quartier auparavant. Simplement, il y avait quand même une remarque qui était que finalement, quand on exclut les déchets recyclables et les déchets alimentaires, il ne reste plus grand-chose, en principe. Et donc, il serait plus judicieux peut-être de faire un ramassage standard sur les déchets alimentaires et le reste beaucoup moins souvent. D'autre part, je pense que, par exemple, si on prend Bruxelles, hein, ces déchets sont triés obligatoirement, et je dis bien obligatoirement depuis mai 2023, donc chaque Bruxellois a 5 petites poubelles. Et c'est coercitif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des vérifications qui sont faites. Alors je pense que là, si on veut vraiment que ça marche, alors je ne sais pas s'il y a assez de méthaniseurs, par contre, pour absorber le tout, c'est peut-être ça le problème, il y a des amendes, voilà. Non mais parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que c'est comme le recyclable à Paris, ça a mis des années, quoi. Hein, des années. Alors, fallait mettre, c'est vrai que souvent, on n'avait pas le bac, donc on mettait les journaux devant la porte, etc. Hein, comme le verre, il y avait les grosses poubelles, ça, c'était différent. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas incités, et finalement, ils ont tendance, peut-être, de temps en temps, à tout balancer dans la même poubelle. Donc, je pense que si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose, parce que là, c'est... En fait, on parle plutôt sur la partie écologique des choses. Il faudrait vraiment qu'il y ait une incitation. Or, la plupart des voisins ne savent pas que depuis le 1er janvier, il y a cette loi qui devrait être appliquée, y compris pour... Vous voyez, là, vous avez distribué des sacs spécifiques. C'est très dur à trouver. Là, quelques Monoprix, de temps en temps, on en a. Mais vous allez dans d'autres commerces, il n'y a absolument rien. Donc, voilà. Donc, on est obligé de mettre des sacs, quand même. Donc, voilà. Nous vous remercions pour votre participation.
Mais nous devons conclure. Donc, merci à tous pour votre présence en ce lieu et pour votre participation. Juste, je tiens à vous rappeler qu'il y a une fête de quartier qui se tiendra le 5 avril au Clos Fauquier et vous êtes bien évidemment invités. Voilà, donc je vous remercie et bonne soirée.